Maintenant, nous allons, si vous voulez bien, aborder l'objet principal de notre réunion, qui est l'examen du rapport d'information sur les relations entre la France et l'Afrique, rapport présenté par Madame Tabarot et par Monsieur Fuchs, rapport qui avait été programmé il y a un an, qui a subi des rebondissements, des aléas, des discussions que je qualifie avec mon optimisme fondamental de dialectique entre les rapporteurs, la dialectique d'ailleurs s'étant manifestée par une pression assez forte exercée sur l'administration, ce qui est tout à fait normal, mais je crois qu'il faut rendre hommage à Madame Anaïs Policarpe, qui a été effectivement au cœur de la dialectique. Mais Madame Policarpe, qui est très cultivée politiquement, sait que depuis Hegel, la dialectique finit par produire la synthèse, même si c'est laborieux. Donc, alors, ce rapport est absolument essentiel. C'est un rapport sur la France et l'Afrique, sur les deux choses. Je ne vais pas faire un long développement, rassurez-vous, mais quelle est la situation de l'Afrique aujourd'hui? Ce que nous voyons, c'est que l'Afrique exerce dans les affaires internationales un rôle croissant, ne serait-ce qu'économiquement. Elle exerce un rôle croissant, elle est devenue un acteur essentiel de la communauté internationale, et que donc nous devons jeter un œil nouveau et un œil attentif sur ce qui lui arrive. D'autre part, nous voyons bien que l'Afrique est au cœur de tous les grands débats critiques qui sont ceux de notre temps, que ce soit celui du réchauffement climatique, que ce soit celui des mouvements migratoires, que ce soit celui de la brutalisation du monde et des violences indescriptibles qui se déroulent dans notre monde et qui se sont notamment déroulées en Afrique, que ce soit à travers le Rwanda ou à travers ce qui se passe, je donne ça à titre d'exemple, hélas, à l'est de la République démocratique du Congo. Et sans parler du Soudan, de l'Éthiopie. Donc nous avons vraiment un sujet qui est absolument essentiel, et nous sommes au cœur donc des problèmes de notre temps. Et puis de notre côté, la France est également dans une situation de modification fondamentale. Nous avons une grande tradition africaine. Mais c'est peut-être notre problème d'être trop proche de l'Afrique. Nous sommes trop proches historiquement, parce que nous avons joué un rôle essentiel, un rôle colonial, qu'on peut apprécier diversement selon les opinions qu'on en a, mais qui crée une situation très particulière et une difficulté de vivre assez indiscutable dans nos relations avec l'Afrique. Une proximité géographique. Ce qui se passe en Afrique est évidemment directement à nos portes. Ce qui se passe en Asie, en Asie centrale, c'est déjà très proche, mais l'Afrique, c'est directement, je ne dirais pas chez nous, colonialiste, mais extrêmement proche de nous. Et donc, nous ne pouvons, nous Français et nous Européens, nous ne pouvons absolument pas nous désintéresser de cette affaire. Ensuite, nous voyons bien que notre rapport à l'Afrique s'est profondément modifié. J'ai évoqué le colonialisme. Nous essayons de passer d'une phase historique très longue de domination à une phase historique très difficile à faire émerger de bienveillance et de coopération. Et ça, vous connaissez la loi de Tocqueville, la loi que Tocqueville exprime dans l'Ancien Régime et la Révolution, quand il explique, c'est que quand les situations s'améliorent, qu'elles deviennent les plus intolérables. Ce n'est pas quand les choses vont de mal en pis, dit-il, qu'elles sont les plus dangereuses. C'est au contraire quand elles s'améliorent, car le spectacle des abus qui demeurent est rendu d'autant plus insupportable par la considération des abus qui ont disparu. Et je pense que nous vivons ce type de transition de façon extrêmement particulière. Et en plus, la France n'est plus. On peut estimer que c'est regrettable, on peut estimer que c'est inévitable, mais n'est plus la puissance, la grande puissance qu'elle avait coutume d'être au XIXe
Et au XXe siècle, en tout cas dans la première moitié jusqu'en 1940, et même grâce un peu à la magie du général de Gaulle, dans les années ultérieures. Nous sommes une puissance plus moyenne, plus relative. Nous agissons avec d'autres que nous, avec les Européens. Ce n'est pas toujours facile, mais nous avons donc, pour toutes ces raisons, un effort qu'en optique on qualifierait d'accommodement de notre regard sur une situation africaine très différente. Pour toutes ces raisons, il est évidemment essentiel que cette commission se penche de façon précise sur ce problème. Et là, nous avons eu nos deux rapporteurs, Madame Tabarot et Monsieur Fuchs, qui ont travaillé depuis de longs mois sur cette question, et nous sommes évidemment très attentifs à les entendre, à les écouter, et j'ai la conviction que ce rapport, quelle que soit l'appréciation que nous porterons les uns et les autres sur les conclusions, que ce rapport sera le point de départ d'une réflexion en continu sur nos relations avec l'Afrique, parce que ce n'est pas quelque chose de ponctuel que nous allons régler aujourd'hui, c'est un mouvement de réflexion collective qui continuera d'animer cette commission, car c'est vraiment au cœur de notre vocation que de tenter d'éclairer des voies nouvelles dans la relation entre la France et l'Afrique. Donc voilà, je me permettais de situer les enjeux de ce rapport. C'est plutôt, vous reconnaîtrez que j'ai plutôt fait un bel écrin et que maintenant vous allez nous servir un beau bijou. Un joyau, oui. Alors je ne sais pas, je ne sais pas comment vous répartissez. Vous avez, moi je veux bien arbitrer, mais je pense que c'est pas exclu que les rapporteurs se mettent de temps en temps d'accord. Écoutez, comme Monsieur Fuchs est très élégant, il laisse la parole à sa collègue pour commencer. Et merci, Monsieur le Président, d'avoir ouvert cette séance. Petite précision, entre le colonialisme et la période actuelle, il y a eu la France-Afrique. Et je pense qu'il est important de le garder en tête dans nos réflexions. Donc, mes chers collègues, je suis heureuse de vous présenter ce rapport avec Bruno Fuchs. Ce rapport d'information sur les relations entre la France et l'Afrique, on pourrait dire la France et les Afriques. C'est quelque chose qu'il faudra garder en tête. Au terme, comme l'a rappelé le Président, de plusieurs mois d'audition, de travail, de déplacement. Nous en avons fait un et il était intéressant. Je remercie très sincèrement, le Président l'a fait, je pense que Bruno Fuchs le fera également, Anaïs Policarpe, qui a été un élément exceptionnel à nos côtés, à la fois au niveau de sa qualité et de sa volonté de trouver des solutions à un certain nombre de problèmes qui se présentaient à nous. Je le rappelle, c'est une chance pour notre commission, Monsieur le Président, d'avoir des administrateurs de cette qualité. Profondément convaincu. Absolument. L'ampleur du sujet fait que la mission était complexe. De plus, jusqu'à la dernière minute, nous avons dû suivre les évolutions au Mali, au Niger et dans d'autres pays. Mais c'était important de réaliser cette étude parce que l'Afrique est un continent en pleine mutation, qu'il dispose de grandes richesses dans tous les sens du terme et qu'il a un potentiel de croissance très important. Il est devenu le terrain d'affrontement direct ou indirect entre les grandes puissances. Dans cette lutte, il apparaît évidemment que la France doit se doter d'une nouvelle stratégie africaine. C'est dans cette optique que nous avons réalisé nos travaux. Je ne vais pas revenir sur tout le contenu du rapport, mais simplement évoquer en quelques points, en quelques mots, les points qui sont importants pour moi. Le premier sujet, c'est la raison de la perte d'influence de la France en Afrique. Les causes sont bien entendu nombreuses. Il y a d'abord notre propre responsabilité. Contrairement à nos concurrents, nous avons été incapables d'anticiper les mutations du continent. Nous nous sommes aussi enfermés dans le rôle de gendarmes de l'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, nos concurrents stratégiques ont fait des affaires et gagné des parts de marché. Nous avons aussi démoli tout ce qui fonctionnait bien dans notre relation. Nous avons diminué par 10 le nombre de nos coopérants. Il y a moins d'écoles françaises. L'aide publique au développement ne touche plus assez directement les populations. Nos deux derniers présidents ont annoncé la fin de la politique africaine de la France et ce message a été très mal perçu par nos partenaires. Je pense que c'était une erreur. Ils ont d'ailleurs été rattrapés par les crises qui se succèdent en Afrique francophone avec le risque vu
par de nombreux experts que le prochain califat islamiste n'émerge au milieu du Sahel. Notre perte d'influence est aussi liée à la compétition stratégique. Pendant longtemps, l'Afrique a été dédaignée par les grandes puissances, à part pour des visées politiques pendant la guerre froide. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le continent attire de nouveaux compétiteurs stratégiques qui ont des méthodes parfois très agressives. Sur le plan économique, avec l'attitude prédatrice de la Chine, sur le plan culturel et religieux avec la Turquie, et sur le plan sécuritaire avec la Russie qui utilise les méthodes les plus déplorables pour arriver à ses fins en manipulant les populations. Elle se sert aussi des mercenaires du groupe Wagner, entité qui est bien plus structurée qu'on ne le pense, comme nous l'ont rappelé les journalistes Alexandra Jousset et Ksenia Bolchakova. Ce sont des femmes très courageuses que nous avons eu la chance d'entendre. Enfin, notre perte d'influence est aussi liée aux tensions actuelles dans les pays africains. Nous sommes devenus les boucs émissaires des juntes qui légitiment leur pouvoir sur la haine de la France. Ils vont jusqu'à dire que nous soutiendrions les djihadistes. Je trouve cela honteux en pensant à nos militaires morts au Sahel, justement pour lutter contre les terroristes. Il y a aussi d'autres sujets de tension récurrents dont je vais parler rapidement. D'abord le franc CFA, qui nourrit absolument tous les fantasmes. Au moins sur ce point, la France est claire. Les pays africains ont totalement la main. C'est à eux d'achever sa réforme et d'en sortir s'ils le veulent. Autre sujet de tension, je pense que mon collègue Bruno en parlera, la question des visas. Il ne faut pas la confondre avec l'immigration irrégulière. Et je rappelle mon attachement total à la maîtrise des flux, mais nous en parlerons dans quelques jours. Des pays performants en matière d'immigration ont une politique de visa assumée et efficace. C'est aujourd'hui ce qui manque à la France, comme le dit le rapport Hermelin. Il faut avoir une politique enfin lisible, notamment pour ceux dont les visas sont renouvelés depuis des années et qui du jour au lendemain se heurtent à un mur. Nous avons des exemples d'entrepreneurs ou d'étudiants qui ont fait toute leur scolarité dans notre réseau et qui veulent venir en France finir leurs études. Ils pourraient être nos meilleurs ambassadeurs et nous leur fermons la porte. Aujourd'hui, disons-le clairement, notre pays perd des opportunités faute d'une doctrine claire. J'en appelle d'ailleurs à limiter l'externalisation du traitement des visas et y consacrer plus de moyens dans nos représentations parce qu'il faut reprendre la main. Mes chers collègues, pour ne pas uniquement noircir le tableau, je dois aussi dire que la perte d'influence n'est pas généralisée. La France parvient à développer ses relations avec des pays dans sa sphère d'influence, mais surtout en dehors. Je soutiens d'ailleurs sans réserve l'ouverture vers l'Afrique anglophone ou lusophone, qui nous permet de construire de nouveaux partenariats au-delà de nos liens historiques. J'en viens maintenant à ma vision de ce que pourrait être la nouvelle stratégie africaine de la France. Notre pays doit prendre conscience que le monde a profondément changé. Notre diplomatie d'influence ne peut plus s'appuyer sur des conceptions anciennes. Nous devons aussi être capables de dire clairement ce que nous faisons. La France doit assumer sa stratégie d'influence. Pour ça, il faudra de profonds changements à tous les niveaux. Sur le plan stratégique, je soutiens une ouverture réelle du champ de la politique étrangère. Nous l'avons encore vu récemment avec le déplacement du chef de l'État au Proche-Orient. Nous, parlementaires, nous avons dû attendre qu'il soit face caméra, sur le terrain, pour savoir ce qu'il allait dire. C'était aussi visiblement le cas de la ministre des Affaires étrangères et de tout le gouvernement qui ont été pris par surprise. Résultat, personne n'a soutenu son message parce que personne n'y était préparé, pas même nos alliés. Le manque de concertation est un problème majeur. Le domaine réservé doit s'ouvrir. Il doit redevenir un véritable domaine partagé. Pour cela, je propose l'instauration d'un Conseil des affaires étrangères à l'Élysée. Il pourrait associer tous les ministres concernés, affaires étrangères, économie, partenariat, armée, voire l'intérieur si nécessaire. Nous souhaitons aussi la nomination d'un ministre des partenariats de plein exercice. Nous voulons également un vrai rôle du Parlement, avec au moins 2 débats par an sur la politique africaine. Je le répète, il faut désormais aérer notre politique étrangère. Elle ne peut plus dépendre que d'un seul homme. Le deuxième niveau d'action, c'est celui de l'aide publique au développement.
J'en ai parlé il y a peu de temps ici même et ça avait suscité des réactions de la part de nos collègues qui sont membres du conseil d'administration de l'AFD. Mais je maintiens qu'il faut redonner un vrai pilotage politique à l'AFD. Je rejoins en cela la Cour des comptes. En disant cela, je n'attaque pas l'AFD, mais je pointe surtout la responsabilité du politique qui s'est désinvesti à tort. J'assume de vouloir politiser l'aide au développement en cohérence avec notre diplomatie d'influence et de réclamer plus de moyens à disposition de nos ambassades pour soutenir des projets locaux qui touchent les populations. C'est comme cela que nous aurons un impact direct positif. Nos concurrents savent très bien le faire et ils en tirent un énorme avantage sur nous. Pour mettre tout cela en œuvre, nous soutenons une réforme de l'AFD, dont nous proposons d'ailleurs de changer le nom en France Partenariat. Le gouvernement lui-même remplace le terme développement par la notion d'investissement solidaire et durable. Cela permettrait aussi de valoriser le nom France, bien plus fortement que le simple sigle AFD. Notre commission pourrait, j'en suis certaine, travailler très utilement à préparer une telle réforme. J'en viens maintenant au rôle de nos ambassades. Nous avons un formidable réseau qui peut être une chance à condition de lui donner des moyens. Il faut une véritable filière Afrique au Quai d'Orsay et valoriser les carrières. Nous devons aussi recréer un institut des hautes études de l'Afrique. Nous pourrions également nous inspirer des États-Unis qui préparent pendant des mois leurs nouveaux diplomates avant de les envoyer dans un pays. Et je redis ici mon opposition à la réforme du corps diplomatique qui affaiblit nos représentations à l'étranger. Ce n'est vraiment pas le moment de renoncer à ce qui fait notre force. Des créations de postes sont annoncées. Je souhaite qu'elles bénéficient prioritairement à notre représentation en Afrique. Quelques mots aussi concernant notre présence militaire. Bien sûr, la situation est difficile. Après le Mali et le Burkina Faso, nos soldats quittent désormais le Niger. Mais nous avons vu des pays où la présence française est voulue, comme en Côte d'Ivoire. La règle doit être simple. Soyons là où il y a un désir de France. Pour ça, il faut renforcer nos partenariats et il faut faire évoluer notre offre stratégique pour répondre aux besoins des pays africains. Nos compétiteurs l'ont bien compris, ils ont adapté leurs propositions. C'est vrai aussi pour le matériel, l'offre de notre BITD ne correspond pas assez aux attentes de nos partenaires. Le résultat, c'est qu'ils finissent par acheter des drones et des équipements bon marché à d'autres pays comme la Turquie. La France doit repenser son offre pour satisfaire nos alliés, à défaut de quoi nous continuerons à perdre du terrain. Ce travail est en cours et je ne doute pas que le ministère des Armées nous en tiendra informés. Enfin, le dernier point, c'est notre capacité à communiquer sur ce que nous faisons. Sincèrement, ce qui nous a été dit à ce sujet est très contrariant. Les médias publics français, qui sont vus comme la voix de la France en Afrique, relaient régulièrement des critiques et parfois des messages haineux contre la France. Je ne dicte évidemment pas leur ligne éditoriale, mais il faut une cohérence. Les médias ne peuvent pas servir de caisse de résonance aux ennemis de notre pays sans prendre aussi le soin de montrer des points de vue différents. Je l'ai vu pour le Niger. Évidemment, les manifestants étaient contre nous, mais ne pas trouver un contradicteur pour modérer le message, c'est un problème. Des acteurs africains eux-mêmes nous ont dit ne pas comprendre pourquoi nos médias ne valorisaient pas plus l'action de la France. Nos médias publics doivent s'y attacher un peu plus parce qu'ils sont l'un des socles de notre diplomatie d'influence. Ils doivent aussi participer plus fortement à lutter contre la désinformation dont nous sommes victimes. Ici encore, le gouvernement a annoncé des initiatives qui sont encore sous-dotées. Il faut veiller à les renforcer parce que c'est essentiel pour l'image de la France. Nous soutenons enfin une communication plus directe qui pourrait être portée aussi par des relais d'influence locaux identifiés par la France. Ainsi, mes chers collègues, ces propositions sont ambitieuses, mais elles visent à renforcer notre diplomatie d'influence dans une logique de coopération et de partenariat renforcé et efficace. J'espère que nous aurons la possibilité de poursuivre l'ensemble de cette réflexion très importante
et d'assurer dans le cadre de notre commission le suivi de ces préconisations qui dessinent les contours de ce qui pourrait être la stratégie africaine de la France. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Monsieur Fuchs va s'exprimer. Vous avez parlé 12 minutes, ce qui est tout à fait raisonnable pour le président. Et je pense que M. Fuchs se tiendra dans un espace-temps comparable. Je voulais simplement faire une seule précision à ce que vous avez dit. Évidemment, je me garderai bien de discuter les propositions très, très nombreuses et très riches que vous avez formulées. Mais je voudrais rappeler aux collègues le rapport de mon prédécesseur, la chère Marielle de Sarnez, qui avait fait sur la question des visas que vous avez évoqué un rapport très intéressant dans lequel elle avait suggéré, et la Commission avait porté cette idée en son temps, elle avait suggéré l'idée d'un visa qui serait à utilisation plurielle, c'est-à-dire que quelqu'un, ce qui éviterait les à-coups que vous avez évoqué, le jeune étudiant a un visa pour 5 ans, il repart dans son pays, il revient, etc. Et il peut donc se servir de ce visa en s'exposant, en évitant des contraintes bureaucratiques et des absurdités bureaucratiques, parce qu'on sait bien que ces visas sont gérés d'une façon extraordinairement arbitraire actuellement. Donc je voulais simplement vous rappeler, mes chers collègues, que de ce point de vue-là, la Commission n'était pas en terrain incognita, et que Marielle de Sarnez, dans cet excellent rapport qu'elle avait fait au début de sa mandature, avait suggéré cette idée. Maintenant, cher Bruno, c'est à vous, monsieur le co-rapporteur, d'entraîner cette commission. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été très, très complète. Je vais essayer de donner quelques éléments, comme le rapport extrêmement riche, qui viennent compléter ce que vient de dire Michel Tabarot. Et je voudrais commencer par, effectivement, des remerciements extrêmement chaleureux, sincères et ressentis au quotidien pour Anaïs Polycarpe, qui a porté ce rapport et qui permet aujourd'hui d'arriver devant vous. La couronne de fleurs remplacera la couronne d'épines. Voilà, ce sera... bon, je décompté de mon temps de parole, Monsieur le Président, mais ça valait le coup. Ça valait le coup. N'hésitez pas à interagir. N'hésitez pas à interagir à tout moment. Alors, après 6 mois de travail, je pense qu'on est arrivé à la conclusion que on n'a jamais été autant contesté en Afrique depuis la fin des indépendances. Mais, pour reprendre les propos du président, je pense qu'on n'a jamais été aussi près de pouvoir transformer notre action et de résoudre une partie des problématiques pour rétablir des relations fécondes. Pour cela, il faut 2 choses que ma co-rapportrice a abordées. Il faut d'abord changer assez radicalement de logiciel, et pour ça, il faut avoir un plan d'action. Ce n'est pas 1 ou 2 mesures, mais comme Michel Tabarot l'a montré, c'est un plan d'action complet sur toutes les dimensions de notre action qui permettront de retrouver des relations équilibrées. C'est ce que souhaitent nos partenaires africains et respectueuses des intérêts des 2 parties. En réalité, il faut voir que sur le terrain, nos amis, nos partenaires africains aiment plutôt les Français. En tout cas, on a de bonnes relations avec eux. Ils ne vous disent pas qu'ils n'aiment pas les Français. Ils vous disent qu'ils veulent une France autrement. Les relations individuelles sont bonnes, mais c'est les relations politiques. C'est l'action globale de la France qui provoque ces turbulences. Alors, comment ce fossé s'est creusé progressivement? Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est les résultats de tendances très lourdes qu'on décrit bien dans le rapport et que j'essaie de reprendre pour 2 ou 3 d'entre elles. Mais avant tout, je voudrais dire que nous avons de nombreux avantages compétitifs. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas pessimiste sur la nature de nouvelles relations que l'on pourra proposer avec l'Afrique. D'abord, c'est principalement l'Afrique francophone, parce que, comme Michel Tabarot l'a dit, en Afrique anglophone, on a des relations
relation tout à fait normale, de partenariat tout à fait normal, parce que nous aussi, nous avons des comportements qui sont différents en Afrique anglophone ou lusophone qu'en Afrique francophone. D'abord, on est très précurseurs et on a des gros points d'avantage par rapport à nos concurrents russes, chinois, américains, turcs, sur les politiques de santé, sur la politique de défense de la biodiversité, sur la politique liée au climat. Nous avons mettons des moyens très importants sur le développement de l'entrepreneuriat, de l'éducation, de la formation, de la parité. Donc on a quand même des avantages et paradoxalement, on ne communique pas, ou très peu, sur ce que l'on apporte à nos partenaires africains. On communique, on se laisse communiquer. On est dans un rôle subi. On est en réaction aux événements parce que on communique principalement, quand on parle de la France, sur les questions militaires ou sur les questions politiques. Mais je le montre là, on a d'autres sujets sur lesquels on est au quotidien en Afrique avec nos partenaires et avec les citoyens africains. Et sur ces plans-là, on apporte une contribution importante à la création de valeur et au processus de développement des pays africains. Depuis 2017, on a lancé des politiques ambitieuses sur la mémoire, sur la restitution des œuvres d'art, sur le franc CFA, qui aujourd'hui est à la main des pays africains qui ne prennent pas cette possibilité d'aller jusqu'au bout sur le franc CFA. On a également entrepris la restitution d'œuvres d'art. On a marqué également un doublement de notre aide au développement en termes de montant. Donc on le voit, nous avons beaucoup d'avantages. Nous avons une culture commune, nous avons un passé commun, nous avons des complicités communes et des programmes sur lesquels nous pouvons bâtir une nouvelle stratégie qui a été annoncée en 2017 par le président de la République et qui, pour les raisons qu'on explique dans le rapport, sont encore, pour une partie importante d'entre elles, restées en jachère ou lettres mortes. Alors, d'abord, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous a manqué? Michel Tabarot l'a dit, on n'a pas vu l'Afrique évoluer. On n'a pas vu que depuis 30 ans, par exemple, sur la démographie, le Niger en 1960 faisait 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est 25 millions. En 2050, ce sera 70 millions. Ce continent, en 2100, normalement, pourrait avoir plus de 4,5 milliards d'habitants. Donc, c'est une croissance absolument incroyable. Au Sénégal, l'âge médian au Sénégal est de 19 ans. Donc, la moitié des Sénégalais n'ont de relation avec la France que de réseaux sociaux ou de médias sur lesquels ils alimentent de la relation avec la France. Ils n'ont pas connu une relation de proximité avec des maîtres d'école, avec une relation de proximité très grande avec la France. Alors, et puis, Michel Tabarot l'a dit, la compétition, c'est un continent qui est devenu un continent prisé, très important. On le voit dans les années à venir, ce sera un continent stratégique. Les Chinois ont mis en 20 ans 150 milliards de dollars de dons en Afrique, plus les investissements extrêmement importants que les Chinois font. Donc, il y a une concurrence à laquelle nous n'avons pas vu réellement que nous devions changer nos méthodes de fonctionnement et notre approche. Deuxième élément, aujourd'hui, les Africains nous disent « Mais que faites-vous en Afrique? On ne comprend pas ce que vous êtes en train de faire en Afrique. Est-ce que vous êtes là pour défendre la démocratie? Est-ce que vous êtes là pour défendre vos intérêts? Est-ce que vous êtes là pour rétablir la paix ?» En fait, on a, en fonction des situations, des actions à géométrie variable. Et donc, tout ça vient d'une tendance très très longue. En gros, notre doctrine aujourd'hui n'est plus comprise. C'est ce que Michel Tabarot, il faut redéfinir une offre stratégique. Après les indépendances, le général de Gaulle a une offre très claire que Poutine reprend aujourd'hui. Je donne l'indépendance, mais j'assure la sécurité et de l'aide contre votre loyauté. En clair, hein, globalement, vous votez pour la France au Conseil de sécurité et à l'ONU. Oui. Avec la France, oui. Dans les positions françaises. Donc ça, c'est une position qui, bien sûr, contestable, qui correspond à une époque, mais qui est une position claire. Le discours de La Baule du président Mitterrand est l'avantage, c'est qu'il est bien sûr beaucoup plus vertueux, c'est qu'il conditionne notre aide et le développement au développement de la démocratie. Mais
la résultante, c'est que cette nouvelle approche est, dans les faits, réalisée de façon extrêmement partielle. Il y a des pays dans lesquels on le fait, et des pays dans lesquels cette doctrine est mise en contradiction. François Hollande, par exemple, n'avait plus de relation avec le président Obiang de Guinée équatoriale, pour les raisons de bien mal acquis et de gouvernance contestable. La France continue d'avoir des relations avec le voisin, le Gabon, extrêmement proches au plan politique et au plan économique. Donc, des tas de contradictions qui font que progressivement, les Africains doutent de notre sincérité et voient chez nous chaque fois un agenda caché ou des positions qui ne sont pas claires, avec un intérêt français qui n'est pas exprimé. Et donc, ça, c'est le sujet majeur. Ça amène ensuite à ce qu'on a appelé des irritants. Pour pouvoir développer un plan d'action et retrouver des relations de confiance, il va falloir évoluer aujourd'hui sur un certain nombre de sujets. La question des visas, bien sûr, a été rappelée, elle est absolument centrale, mais il y a également la question du double standard. Aujourd'hui, vous avez des pays dans lesquels on a une approche qui n'est pas la même que dans le pays voisin, je viens de le dire. Il y a la question également de l'attitude. On nous reproche beaucoup, nous Français, tous les Français, d'avoir une attitude extrêmement paternaliste, parfois arrogante, dit-on. Cette attitude-là, on ne l'a pas dans d'autres pays, ou dans d'autres pays d'Afrique même. Donc il faut arriver à faire une vraie révolution mentale pour avoir des comportements d'égal à égal. Il y a beaucoup d'exemples, certains sont donnés dans le rapport, mais au quotidien, vous avez des personnes qui témoignent de cette double attitude, en tout cas d'attitude souvent condescendante. Alors, il nous faudra transformer également notre organisation pour mieux répondre aux besoins et rétablir des partenariats égaux, respectueux des intérêts des deux parties. Michel Tabarot a un certain nombre de grands plans sur lesquels nous devons transformer notre action, les investissements solidaires, bien sûr, l'AFD avec un changement de nom, la création d'un ministère des partenariats et de l'Afrique. C'est un ministère important car aujourd'hui, il y a une atomisation ou une centralisation, ça dépend des sujets, de l'action en Afrique. Et donc on a perdu principalement la connaissance de l'Afrique. On est resté sur une connaissance d'il y a quelques années et on a perdu cette connaissance. On a moins de gens sur le terrain, beaucoup moins, Michel l'a dit. On écoute beaucoup moins les chercheurs, beaucoup moins les experts, on écoute beaucoup moins les journalistes et donc on perd cette connaissance fine de l'Afrique. Donc il faut remettre des gens et des experts sur le terrain. L'Allemagne, par exemple, à quasiment la moitié, suivant les projets de ces investissements, qui sont dans l'expertise humaine. Nous, on fait à 90% de l'infrastructure ou des investissements. Il faut investir dans l'humain et dans l'accompagnement des projets. Ça, c'est une transformation assez importante à faire. Alors, les propositions, Michel en a parlé. Je pense qu'elles sont partagées pour la plupart. La question qui se pose, c'est quelle approche on doit avoir en termes de démocratie. Sur cette question-là, on a repris, enfin, en tout cas j'ai repris l'approche d'Achille Mbembe, qui est de dire sur la question de la démocratie, il faut avoir une juste distance. C'est-à-dire qu'il faut être solide sur nos valeurs, nos principes démocratiques, la gouvernance des pays, l'égalité entre les citoyens, la vision multilatérale du monde, les libertés publiques. C'est-à-dire on ne lâche rien. En revanche, on évite de faire de l'ingérence dans les pays parce que ces pays sont dotés de gouvernance et qu'on voit bien qu'en faisant de l'ingérence, on arrive souvent à des résultats inverses à ce que l'on veut. On donne également des exemples dans le rapport là-dessus. Ensuite, il faudra bien sûr trouver une plateforme stratégique, on donne des éléments dans le rapport, qui permettent à chaque fois de savoir et d'exprimer. Il faut dire clairement quels sont nos intérêts. Quand nous allons quelque part, on a des intérêts, il faut le dire clairement. La plupart du temps, et je vais terminer là-dessus, quand on est mal compris, c'était vrai en Guinée, c'est vrai au Tchad, etc., c'est qu'on n'exprime pas les raisons pour lesquels nous intervenons comme ça, parce qu'en général, ces raisons sont variables en fonction des pays. Donc, une plateforme stratégique, c'est la première étape
qu'il faut mettre en place pour que notre action soit lisible, elle soit claire, elle soit partagée et qu'on puisse recréer des relations de confiance avec nos partenaires africains. Je vous remercie infiniment, monsieur le rapporteur. Maintenant, nous allons donner la parole au groupe. Et pour Renaissance, c'est monsieur Ledoux qui va, je crois, se lancer hardiment dans le débat. Merci, monsieur le président. Chers collègues. Attendez, hop, voilà, excusez-moi. Allez-y. Merci, monsieur le président. Non. Non, non, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un a allumé son micro? Non. Ne me supprimez pas le mien, si vous voulez. Merci, monsieur le président, ça marche. Chers collègues, je remercie les rapporteurs pour leur travail sur un sujet très difficile, très ample, qui nécessite de se garder des appréciations à l'emporte-pièce. Mais je dois cependant exprimer des regrets, car nous avons quelque peu fait mentir Hegel. La dialectique n'a pas produit la synthèse que nous attendions. Je suis d'accord sur le constat que vous faites d'une attente de la part de nombreux Africains, d'une offre stratégique de long terme, afin de maintenir des liens nourris, plus égalitaires. Et c'est bien les orientations qui ont été engagées depuis 2017, impulsées par le président de la République, qui a fait de la diplomatie la priorité africaine de la France, et qui n'ont pas du tout été définies en vase clos, comme le rapport semble l'indiquer. Au contraire, elles ont été débattues, approuvées, co-construites ici même, avec des textes que nous avons votés pour permettre la montée en puissance, la réorientation de l'aide publique au développement, la réforme du franc CFA ou encore le travail conjoint sur le patrimoine africain qui inclut des restitutions sans illimité. Alors pourquoi dès lors multiplier les remarques désobligeantes à l'égard du président de la République ou de ses collaborateurs sur la base de faits parfois montés en épingle, et c'est légumes des choses. Je dois aussi regretter des angles morts qui ne sont pas anodins. Des projets concrets considérables sont mis en place au plan culturel et économique qui méritent d'être présentés, évalués et non pas balayés en quelques lignes au motif que tout n'irait pas assez vite. Et donc ma première question porte sur ce qui, selon vous, marche ou ne marche pas dans les partenariats concrets que nous avons mis en place en matière culturelle et économique notamment. Ensuite, je note que l'Europe est absente de vos analyses, comme si la France n'était pas membre de l'Union européenne. Or, notre action en Afrique ne peut pas méconnaître les logiques européennes, les instruments propres de l'Union, notamment en matière de développement ou encore les attentes des Africains pour qui le partenariat avec la France est un point d'entrée vers l'Europe. Et donc, selon vous, quelle est donc aujourd'hui et quelle doit être la dimension européenne de la politique africaine de la France ? Concernant les visas, que recommandez-vous concrètement pour promouvoir les circulations des acteurs des sociétés civiles? Et au-delà des intentions, quelle est la bonne méthode pour avancer? Enfin, je n'ai rien trouvé dans le rapport sur les échanges entre les territoires français et africains, c'est-à-dire la coopération décentralisée, mais aussi les échanges entre associations, réseaux, professionnels, fondations. C'est un pan majeur de la mise en relation concrète des sociétés sur lesquelles, à la demande du Premier ministre Édouard Philippe, j'avais, il y a quelque temps, commis un rapport. Il y a là un terreau considérable que certains postes diplomatiques s'efforcent de mobiliser, mais qui est parfois sous-utilisé. Il permet de dessiner une autre géographie de notre relation à l'Afrique, loin des idées reçues. Est-ce que vous avez constaté des avancées en la matière depuis 2017. Mes chers collègues, notre perception des enjeux de la relation entre la France et l'Afrique ne doit pas être surdéterminée par l'agitation des putschistes du Sahel et d'influenceurs pro-russes ou salafistes. Un avenir, comme vous l'avez constaté, et un potentiel considérable sont devant nous, mais également des défis et des risques. Il s'agit d'un chantier de longue haleine et je forme le vœu pour que nous puissions poursuivre ce travail au sein de la Commission. Et c'est la raison pour laquelle le groupe Renaissance s'abstiendra sur ce rapport. Merci à vous. Bien. Bah, écoutez, c'est une sévère estocade. Alors, non, pas là, s'il te plaît. Je vais laisser les rapporteurs répondre. Effectivement, je ne suis pas absolument sûr qu'ils soient l'un et l'autre, compte tenu de leurs engagements politiques respectifs, tout à fait sur la même ligne, ce qui est très, très logique. Donc, je leur donne à chacun 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette intervention vigoureuse au petit matin. Mais je l'ai dit dès le départ, c'était le début de mon intervention. Il y a énormément de choses qui sont mises en place, qui fonctionnent. J'ai fait la liste, non pas exhaustive, mais de programmes qui ont été lancés, mais qu'aujourd'hui, on ne le valorise pas suffisamment.
c'est une question de perception. On est coincé par nos actions militaires sur lesquelles on est en réaction permanente. On est coincé sur les questions de gouvernance politique, de soutien à des régimes. On fait un encadré sur le Gabon qui est très clair là-dessus. Et c'est ça la question. C'est pas tellement ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit que ce que l'on fait. C'est ça la question. Après, on peut faire du wishful thinking et dire que tout va bien. On n'en serait pas dans cette situation. Bien sûr qu'on peut dire que c'est très localisé, que la question de désamour de l'Afrique et de la France, c'est lié au Sahel et à quelques pays. Mais attention, si on ne traite pas cette question comme nous l'avons abordée, avec clairvoyance, avec franchise, sans tabou, même si c'est dans nos propres camps politiques, eh bien, ça va se viraliser. On le voit bien, les choses sont contagieuses. Voilà, vous allez en République démocratique du Congo, les gens vous disent « on attend la France, on a besoin de la France, on a envie de partir avec la France ». La France ne vient pas, la France n'est pas là. En RDC, par exemple, et c'est un autre point que je voulais répondre, le problème, il n'est pas les programmes qu'on lance, le problème, il est de la mise en œuvre de ces programmes. On a du mal à les mettre en œuvre et à les réaliser de façon massive. Le président de la République est allé en RDC, a fait des annonces, un certain nombre d'investissements qu'il a annoncés. Moi, j'ai constaté 4 mois après que rien n'avait été mis en œuvre pour l'instant. Rien concrètement. Donc on peut faire des annonces, on peut annoncer beaucoup de choses. Il faut voir sur le terrain les choses qui sont réellement réalisées. Et c'est là-dedans que nous pêchons. Sur l'Europe, on a un paragraphe sur l'Europe qui est très clair. Et moi je dis toujours que si on ne renforce pas et on n'amène pas nos partenaires européens à travailler sur l'Afrique et à montrer que l'Afrique est très importante et stratégique, on ne le fera pas seul. Mais il y a un paragraphe... Vous n'avez pas dû voir, peut-être dans la lecture rapide que vous avez faite, vous n'avez pas dû voir ce paragraphe sur l'Europe. On a traité ce sujet. Et pour terminer, ce sujet de relation à l'Afrique est tellement large qu'effectivement, on est obligé de faire des impasses. On n'a pas pu en 6 mois couvrir tous les champs. Mais sur la coopération décentralisée, il y a une proposition là-dessus. On n'a pas pu la couvrir parce qu'il ne s'agit pas de politique publique nationale, mais de la capacité des États. Et ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une coordination, justement, des politiques décentralisées avec la stratégie générale. Excusez-moi. Oui, si la lecture du rapport a été rapide par M. Ledoux, ce que je ne sais pas, c'est en tout cas qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de l'approfondir, parce qu'on ne peut pas dire qu'on nous ait laissé... Vous avez reçu ce rapport en mission il y a près d'1 an, je crois, et on l'a reçu, nous, lundi après-midi, au milieu d'emploi du temps extrêmement serré, et effectivement, nous avons tous été amenés, moi le premier, à faire une lecture un peu cursive. Il ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, que c'était la partie défensive du président de la République, puisque monsieur Fuchs est membre de la majorité, et maintenant, je pense qu'on va avoir la partie critique avec Madame Tabarot. Non, écoutez, on a travaillé intelligemment, mais je pense que si on veut se faire... se bercer d'illusions, c'est tout à fait possible. Vous pouvez être ravis de tout ce qu'a fait le président Macron. Et on a pris la peine de regarder les erreurs. On a parlé de l'erreur de Nicolas Sarkozy, on a parlé des erreurs de François Hollande dans ce rapport, et on a parlé des erreurs d'Emmanuel Macron. Si tout allait bien, Monsieur Ledoux, on n'aurait pas cette mission d'information, et aujourd'hui, on ne se poserait pas la question de nos relations avec l'Afrique, et particulièrement avec l'Afrique francophone, parce que tout irait bien et que les propositions d'Emmanuel Macron auraient été accueillies avec beaucoup de plaisir. On a eu 2 choses, c'est à la fois des propositions et ensuite pas de mise en œuvre. Donc je pense qu'il faut un petit peu d'humilité, il faut accepter ce qui ne va pas aujourd'hui et se dire comment on fait pour redémarrer. Quelles que soient nos sensibilités politiques, de toute façon les majorités sont là aujourd'hui, elles ne sont pas là demain. L'intérêt, c'est que le pays, notre pays, remette en place un lien étroit avec l'Afrique. Alors on l'a dit, ça passe par des visas. On peut penser que tout va bien, mais tout ne va pas bien. Et et je pense que vous avez en tant que parlementaire des témoignages permanents de gens qui ont, par exemple, fait leurs études, ont eu des bourses pour faire leurs études dans des écoles françaises et n'arrivent pas ensuite à venir continuer leur cursus scolaire en France parce qu'ils sont refusés. Vous avez des chefs d'entreprise qui sont en lien avec la France, qui vont faire un aller-retour simplement. On ne va pas les garder 5 ans ou 20 ans sur le territoire national, mais ils veulent juste
juste avoir la possibilité de venir, ils ne peuvent pas venir. On a des professeurs d'université qui interviennent dans des universités françaises qui se voient refuser des visas. Donc il y a quand même des petits soucis qu'il faut quand même souligner. Vous avez parlé de l'Europe, on a parlé de l'Europe. On a parlé de l'Europe et on a parlé de l'Europe à la fois, elle existe, mais on a aussi des compétiteurs au sein de l'Europe. Et vous verrez que les Allemands ont de bien meilleurs résultats que la France aujourd'hui. Ils se sont totalement désintéressés de la partie militaire et des accords que nous pouvons, nous, avoir avec un certain nombre de pays africains. Et donc, ils se sont centrés sur des accords économiques et ça marche très bien pour eux. Donc, on a malgré tout des réflexions à mener et se dire ce qui est important de faire évoluer pour qu'on arrive enfin à reprendre une relation avec les pays africains différente de ce qu'elle est aujourd'hui, et particulièrement dans ces pays francophones où nous avons une histoire, où nous avons un potentiel, où on nous attend, c'est-à-dire que, comme l'a rappelé Bruno Fuchs, il y a une envie de France, mais aujourd'hui, il considère que sur plusieurs sujets, nous ne sommes pas à la hauteur. Merci. Merci, Madame Tabarot. Je crois que les réponses ont été importante. Non, la violence, vous savez, c'est autre chose que la mise en cause de M. Ledoux. C'est une mise en cause sévère, et je crois que c'est. Quand on annonce qu'on vote pas le ah bah oui, ça c'est si on n'a pas le droit de. C'est pas très sympa. Si on a, non, mais ça c'est pas le problème. Chacun a le droit d'exprimer ses idées et ses désaccords. Mais je trouve que justement ce débat a été très intéressant. Vous avez répondu l'un et l'autre avec beaucoup de vivacité. Et c'était un échange très intéressant. Oui, je voulais juste rajouter un point. Quand on parle d'un isolement au niveau de cette politique, vous le savez très bien, il y a un monsieur Afrique à l'Élysée. Vous avez l'Élysée et monsieur Afrique. Et monsieur Afrique, pendant des années, a décidé de beaucoup de choses en se privant de l'expertise des membres du gouvernement. Vous aurez l'occasion, vous avez encore beaucoup de prises de parole, et donc vous aurez l'occasion de dire un certain nombre de choses. Vous voulez encore dire quelque chose? Juste sur l'efficacité des politiques publiques. Vous allez parler tout le temps. Juste sur l'efficacité des politiques publiques. On a mis en place la restitution d'œuvres d'art. Eh bien, aujourd'hui, les Allemands sont bien plus avancés que nous. On a été initiateurs. Les Allemands en font beaucoup plus que nous. Donc, voilà, on a des difficultés à mettre en œuvre. Il faut en tenir compte. Alors, mes chers collègues, je tiens à vous dire, la seule information qui compte à ce stade du débat, c'est que nous avons 1 heure dans la vue, que nous avons M. Keppel dans quelques instants, et que donc maintenant, il s'agit d'être extrêmement strict sur les temps de parole. La parole est à M. Pfeffer pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Merci aux rapporteurs pour leur travail important. Depuis le début du premier mandat d'Emmanuel Macron, la détérioration de nos relations avec de nombreux partenaires suscite pour nous de profondes inquiétudes sur la place de la France dans le monde, et particulièrement dans un continent africain lié depuis plus de 3 siècles à notre pays. Cette détérioration a des répercussions profondes sur notre sécurité, sur l'avenir de l'Afrique francophone et sur notre signature diplomatique qui s'affaiblit. Au Maghreb, les multiples tentatives de rapprochement de Paris avec Alger depuis 2017 se sont toutes soldées par des échecs, assombrissant dans le même temps nos échanges avec Rabat. Nos relations avec le Maroc, pays le plus stable et le plus francophile du Maghreb, ont rarement été aussi orageuses. Parallèlement, la France fait face à un recul sans précédent au Sahel et à un sentiment anti-français de plus en plus virulent. Cette fin d'année marquera d'ailleurs un terme à la présence militaire française dans toute la région, malgré les succès de nos armées. Au cours des 3 dernières années seulement, l'Afrique a connu 7 coups d'État réussis, dont 2 ont eu lieu ces 3 derniers mois. Nos troupes ont dû se retirer du Mali, du Burkina Faso, de la République centrafricaine, malgré le sacrifice de 58 de nos militaires français, morts en opération visant à assurer la sécurité de la région. Ce week-end encore, 22 casques bleus de l'ONU ont été blessés par des engins explosifs au Mali. Le Tchad ne tient que par la force des armes. Face à ces réalités, il apparaît nécessaire que la France développe une politique poursuivant principalement le développement de ses relations économiques, vous l'avez rappelé. Les échanges sont particulièrement dynamiques avec les pays littoraux tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Nigeria ou encore l'Angola, qui constituent des partenaires importants pour notre pays. Une politique littorale permettrait de s'ouvrir davantage à l'Afrique anglophone et lusophone, une ouverture aujourd'hui insuffisante, comme vous le précisez dans le rapport. Mais notre stratégie doit aussi inclure les pays sahéliens et enclavés, qui souhaitent entretenir une coopération de qualité avec la France. Je pense tout particulièrement au Tchad, avec qui la coopération militaire est constante. En tant que nation historiquement proche du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, en raison de liens culturels et stratégiques,
Et au regard de la situation actuelle, il est impératif que la France révise sa position et réorganise sa feuille de route diplomatique. De nouvelles alliances pourraient être créées sur une base commune et c'est un des objectifs de la Déclaration des droits des peuples et des nations lancée par Marine Le Pen en septembre dernier. Monsieur le rapporteur, vous avez mentionné dans vos préconisations la nécessité pour la France d'assumer ses intérêts en Afrique. Vous expliquez aussi qu'il convient de favoriser la délivrance de visas dans les pays africains. Alors que la démographie africaine suit une courbe exponentielle, alors que notre politique d'immigration n'a jamais été aussi laxiste et que l'insécurité qui en découle dans notre pays explose, êtes-vous réellement convaincu que faciliter la délivrance de visas sans en renforcer les critères d'attribution servirait au final les intérêts de la France ? Je vous remercie. C'est une question ponctuelle. Vous y répondez. Très bien, je vais répondre là-dessus rapidement. On suggère de transformer le mode d'attribution des visas dans le respect des flux, je pense, dans la contrainte et la maîtrise des flux. C'est très clair là-dessus. Il n'y a pas de décalage avec Michel Tabarot sur ce plan-là. Ce qu'on veut dire, c'est que la France, crée des insatisfactions de gens qui... 10 personnes, 20 personnes m'ont dit on ne dépose même plus de demande de visa parce qu'on a peur d'être humilié par cette façon de donner des visas. Vous avez, Michel l'a dit, le major en terminale du lycée Mermoz d'Abidjan, auquel on refuse un visa pour faire ses études. Il fait ses études au Canada. Vous avez une chef d'entreprise à Abidjan qui veut acheter du matériel en France, qui demande des visas pour former son personnel en France pendant quelques semaines. On lui refuse le visa au personnel. Elle est partie en Inde acheter le matériel. Voilà, sur le vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun qui vient faire un colloque sur la francophonie avec un passeport diplomatique, une note verbale de son ministère et auquel on refuse le visa. Donc il y a des incohérences totales. Alors, on prend bien sûr les cas extrêmes, toujours, mais la longueur, le temps d'attente. Vous allez à Dakar, il faut passer par une plateforme privée. Ces gens de la plateforme privée se font rémunérer. Vous devez payer pour avoir un rendez-vous dans 3 semaines, parfois 2 mois, parfois il n'y a pas de rendez-vous dans les 2 mois qui suivent. Donc il faut dire les choses comme elles sont. On n'est pas dans la politique, on est dans la capacité à mettre en œuvre un service public qui, sur les visas, dysfonctionne. Pas de transparence, et donc ça nous pénalise, c'est ça qu'on veut dire. Mais on maîtrise les flux, bien évidemment. Excusez-moi. Un mot Simplement préciser, donc vous avez évoqué la situation du Maghreb. On a volontairement sorti le Maghreb de notre étude parce qu'on rentrait dans quelque chose d'encore beaucoup plus large. Et je partage votre avis. J'ai eu l'occasion de poser une question au gouvernement dans ce sens. Les erreurs du gouvernement d'avoir souhaité absolument favoriser les liens avec l'Algérie, de s'être fait claquer la porte au nez de nombreuses fois, alors qu'on a détérioré nos relations avec le Maroc, qui est un partenaire fidèle. Sur les problèmes de notre armée, on rappelle qu'il y a eu deux éléments. On en parlera peut-être tout à l'heure à travers d'autres questions, mais on a perdu des hommes effectivement. On a été appelés, on a été des partenaires loyaux et on a réussi l'opération Serval. L'opération Barkhane a été beaucoup plus compliquée pour nous et on voit qu'il y a eu une difficulté de sortie politique pour arrêter avant et faire comprendre aux populations que les représentants locaux et que le G5 Sahel ne faisaient pas le travail qu'il était censé faire. Enfin, sur les visas, je partage totalement ce qu'a dit mon collègue Bruno. Ça n'est pas pour ouvrir des vannes d'immigration incontrôlée. C'est au contraire lorsqu'il y a des profils très spécifiques qui se font claquer plusieurs fois la porte au nez avec des représentants du gouvernement, des professeurs, des chercheurs et tout ça. C'est simplement de se dire que ces personnes-là qui sont des relais essentiels pour la France, se voyant refuser et humilier sur les visas, garde beaucoup d'amertume. C'est le cas d'ailleurs au Maroc où j'ai été, enfin où on rencontre ces mêmes difficultés. Donc on se pose des questions sur tout ce qui a été externalisé, qui est une grande fragilité pour nous aujourd'hui. Merci, Madame le rapporteur. On est vraiment très à la bourre. Pour la France insoumise, Monsieur Le Gall qui va faire preuve de sa brièveté légendaire, 2 minutes et demie. Merci Monsieur le Président, merci Madame et Monsieur le rapporteur. Merci pour ce rapport. Nous voterons pour la publication de ce rapport, parce que même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il y a dedans, il a le mérite de porter un débat, il a le mérite d'offrir une synthèse assez claire de la situation.
Et il a le mérite de porter un débat parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Ce n'est pas vrai qu'il y a eu un débat sur les choix stratégiques majeurs pris par la France depuis longtemps, et notamment depuis 2017, mais même avant. Et le seul débat, finalement, c'était tout est de la faute des autres, alors que les autres, les 10 autres, les Russes, les Chinois et d'autres acteurs, finalement, ne faisaient que s'engouffrer dans des failles de notre stratégie ou de notre absence de stratégie. Alors, s'il y a au moins plusieurs points avec lesquels on est en accord, c'est sur l'importance de l'Afrique, l'importance à venir et l'importance passée. Vous avez rappelé le poids des chiffres, notamment en termes de population. Si on se coupe de la relation avec l'Afrique sur le XXIe siècle, on est hors jeu. Il faut être très clair là-dessus. Donc il faut sortir des visions rabougries basées sur la peur du grand remplacement, etc. et offrir une autre vision. Ce n'est pas par hasard si en Afrique, il y a parmi les grands leaders altermondialistes, ils étaient en Afrique. J'aurais un point de désaccord avec vous, c'est que l'Afrique, ça fait longtemps qu'elle est dans la mondialisation, sauf qu'elle n'en connaît pas la bonne facette. Quand vous dites elle vient de rentrer, non, ça fait longtemps qu'elle est dedans. Même l'esclavage, c'est de la mondialisation. Et il faut absolument une vision alternative à la vision purement militaire. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas des emprises militaires, mais il faut une vision alternative parce que ça ne peut pas reposer que là-dessus. Et le succès tactique, les succès tactiques qu'on a pu connaître au Sahel, et je rends hommage à chaque fois aux 58 soldats qui ont perdu la vie, n'enlève rien au fait que politiquement, on a subi une défaite stratégique. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est encore M. de Villepin qui le disait récemment. C'est une défaite stratégique au Sahel. Et donc, voilà. Sur la question des valeurs, il faut en sortir avec le double standard, c'est clair. On ne peut pas d'un côté approuver des billes au Tchad et de l'autre côté dénoncer les coups d'État au Mali. Là-bas, ils le voient, les gens. Et enfin, sur la question des moyens, c'est fondamental de rappeler on peut avoir toutes les stratégies du monde, on ne pourra rien faire si on ne rétablit pas la barre. Moins 40% d'effectifs du Quai d'Orsay en Afrique depuis les années 2000. C'est un vrai sujet. Sur les visas, on peut avoir toutes les coopérations du monde si on ne donne pas le visa aux universitaires, etc., au moment clé, même aux politiques. Voilà. Et dernier point, juste un gros point de désaccord avec ce que j'ai pu lire sur un point qui n'est pas un détail. En une seconde. Je reviens de la République démocratique du Congo. Écrire que le Rwanda est la porte d'entrée en RDC, c'est une erreur majeure. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que tout est pas de la faute du Rwanda. Très bien, en RDC. Ça c'est un débat qu'on ouvrira mais plus tard. C'est une faute majeure. Je vous remercie. Lequel des rapporteurs souhaite... vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, Monsieur Le Gall. Merci. Oui, d'abord, je vais parler de mondialisation. Je dis de parler d'un continent qui était entré en concurrence, dans lequel d'autres pays venaient, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques dizaines d'années, donc je vais pas faire référence à ça. Effectivement, on a un volet important dans le rapport et des propositions, on va peut-être prendre quelques secondes pour les détailler. Si on diminue nos emprises militaires, si on diminue le poids du politique, il faut bien le remplacer par quelque chose. Et donc il faut massivement réintégrer le terrain, réinvestir le terrain, mettre des personnes, de l'expertise sur le terrain massivement. Et ça passe par une transformation de l'idée qu'on a des investissements solidaires, de l'APD, tel qu'on le dit ou disait. Ça veut dire également une transformation des modes d'action de l'AFD, qui doit être beaucoup plus à financer des projets directs, beaucoup plus sur... aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore très très long à mettre en œuvre. Il faut 3 ans, 4 ans pour un projet de l'AFD d'être mis en œuvre. Et donc, les populations, et c'est là-dessus peut-être que je peux faire un point. Aujourd'hui, vous prenez l'exemple du Gabon qui est symptomatique. On dépense des milliards d'euros en aide au développement. Les gens sur le terrain vous disent on ne voit pas cette aide. On ne la voit pas, non pas tant parce qu'elle n'arrive pas, mais parce qu'elle n'est pas identifiée France. Donc ils pensent qu'elle n'arrive pas, pour eux ça n'arrive pas, et donc bien sûr ils pensent que cette aide est détournée, et donc ça crée une mauvaise image en conséquence. Ils pensent que cette aide va au profit des dirigeants du pays. Donc il faut absolument communiquer, comme l'a dit Michel Tabarot, très différemment sur des petits projets, des projets de taille moyenne, mais directement aux opérateurs pour qu'on montre tout ce que la France fait. Voilà. Merci. Michel, vous avez évoqué le double standard, vous avez raison. Aujourd'hui, il y a forcément une frustration lorsqu'on traite d'une façon un pays, enfin les événements de ce pays, et lorsqu'on les traite autrement dans d'autres pays. Donc ça aussi, c'est un travail à faire sur nous, de savoir quelles sont nos règles, qu'est-ce qu'on définit comme standard, et de veiller à appliquer les mêmes règles dans tous les pays, quels que soient nos intérêts. Et je pense que c'est important pour avoir cette crédibilité vis-à-vis des Africains. En dehors de ça,
c'est d'être très visible sur nos actions. Malheureusement, beaucoup d'argent, mais enfin, on aura peut-être l'occasion d'en parler, avec un pilotage qui n'est pas politique et malheureusement qui manque dans les ambassades, au niveau des actions culturelles, au niveau de différents domaines, pour mettre en place vraiment une image de partenariat entre la France et les Afriques. Nous aurons un débat sur cette question bientôt. Je vous remercie. Pour les Républicains, Michel Herbillon. Michel, votre talent en 2 minutes et demie. Merci. 2 minutes 35 de bonheur, pour reprendre une chanson célèbre. Je vous remercie beaucoup, mes chers collègues rapporteurs, pour la qualité et la densité de votre rapport d'information consacré aux relations entre la France et l'Afrique. Nous mesurons l'important travail produit et j'espère que votre rapport d'information sera un élément déterminant dans la reconstruction d'une offre stratégique crédible de la France dans ce continent voisin. En effet, votre rapport dresse le constat implacable du recul de la France en Afrique, un continent en pleine mutation dont notre pays n'a pas su comprendre les besoins nouveaux. Aussi, pour bâtir une nouvelle politique africaine de la France, vous préconisez un changement de méthode. Tout d'abord, en cessant d'imposer notre grille de lecture sur ce continent complexe qui impose de mieux appréhender les aspirations des populations, notamment de sa jeunesse et ses besoins. Un changement de style surtout, où les grands discours grandiloquents n'ont fait qu'alimenter la déception de nos partenaires africains. Enfin, vous appelez à clarifier notre doctrine pour que la France mobilise davantage ses atouts stratégiques et notamment clarifie, vous en avez parlé, sa politique des visas. Alors ma première question, au sujet de l'aide publique au développement, que préconisez-vous pour réformer en profondeur la stratégie et le pilotage politique de l'AFD? Et quelles sont les réponses que vous avez eues du gouvernement ou de la gouvernance de l'APD suite à vos préconisations, parce que ça fait longtemps que dans cette commission, nous dénonçons la façon dont est conduite la politique de l'AFD. La deuxième question, fort de votre travail très approfondi, que je tiens à souligner, je voudrais savoir quelles sont selon vous les principales conditions à réunir pour redresser la situation et pour permettre à la France de retrouver une place sur le continent africain. Quelles sont les actions prioritaires que vous préconisez? Et comment rendre lisible une politique qui apparaît aujourd'hui incohérente? Pour cela, faut-il, selon vous, décloisonner ce domaine réservé du président de la République pour associer plus largement le gouvernement français, les parlementaires, les diplomates et l'ensemble des experts? Enfin, une dernière question, plus spécifiquement pour Michel Tabarot. Vous évoquez, cher Michel, la mobilisation des Russes, des Turcs, des Chinois ou encore des Israéliens dans la formation militaire et sécuritaire. Vous soulignez que la France n'a pas suffisamment identifié les attentes stratégiques de nos partenaires africains. Comment renforcer la position de la France en ce domaine et en quoi cela est indispensable pour notre base industrielle et technologique de défense? Je vous remercie. Je voulais dire, Monsieur le Président, que nous voterons pour la diffusion de ce rapport. La publication du rapport. Je tiens d'ailleurs à préciser, je le préciserai au moment du vote, qu'il ne s'agit pas de voter pour ou contre le rapport, mais pour ou contre sa publication. Qui veut commencer? Michel, peut-être, oui, c'est à vous de commencer. Je commence avec plaisir pour répondre à mon collègue Michel Herbillon. Plaisir et brièveté. Oui, qui connaît bien toutes ces thématiques. Sur la partie du pilotage politique, moi je reste persuadée que le seul conseiller Afrique est trop peu pour ce territoire. On a connu avant des ministres de la coopération, il y avait un lien particulier, il y avait un gros travail qui était fait en amont et qui permettait ensuite de se rapprocher, bien entendu, du président qui reste le décideur en matière de politique internationale. Donc avoir un conseil avec à la fois un ministre de la coopération qu'on appellerait ministre des partenariats, puisque c'est le choix du président, et ensuite pouvoir y installer autour de la table tous les ministres acteurs qui peuvent intervenir sur l'Afrique, ça me semble très important. Et ne pas oublier la représentation
pense que c'est important. Nous avons tous des réseaux. On a quelques collègues qui s'occupent de la francophonie, qui font des déplacements dans certains pays. Vous venez d'en faire un récemment, Monsieur Le Gall également, et tout ça. Je pense que l'action concertée entre le Parlement et le gouvernement me paraît une démarche importante. Ensuite, sur l'AFD, on a peu à peu abandonné le pilotage politique de l'AFD. Et on s'en rend compte, les ambassadeurs s'en plaignent, l'action de la France n'est pas reconnue. Si ça avait été efficace, eh bien, on accepterait la nouvelle formule. Mais on investit aujourd'hui 5 milliards d'euros dans un continent qui est en train de nous claquer la porte au nez, parce que concrètement, lorsqu'on participe à des actions, financièrement, l'AFD disparaît avec tout un tas de bailleurs. Et on ne sait pas, lorsque vous traversez une route, eh bien, on ne sait pas que c'est la France qui permet à cette route d'être réalisée. Et je crois qu'on doit reprendre les choses en main sur le plan politique, sur le plan de la communication, et que les médias aussi, je l'ai évoqué, relaient les actions positives de la France. Ça aidera bien entendu les populations à apprécier la France d'une autre façon. Je vous remercie. Est-ce que Bruno a quelque chose à ajouter? Ce n'est pas nécessaire, hein, Bruno. J'ai pas mal de choses à ajouter, mais je vais passer la main. Ah, très bien, mais tu ne perds rien pour attendre. Nous ne perdons rien pour attendre. C'est maintenant Madame Dariussec pour le groupe Modem qui va. Geneviève, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Bon, alors ce rapport peut paraître à certains sévère, il l'est d'ailleurs dans certains termes, mais en définitive, c'est bien de bousculer pour faire avancer. Je crois qu'il faut quelquefois, pouvoir dire les choses, parce qu'au moins on le lit et au moins on est interpellé, donc ce n'est pas inutile. Merci pour ce rapport et pour son exhaustivité. Et puis, je trouve que c'est bien d'avoir envisagé l'Afrique dans son ensemble et pas pays par pays, parce que j'ai été frappée pour avoir été souvent dans ces pays et avoir assisté à d'importantes réunions où tous les pays africains étaient présents, en fait, de la concordance de leur souhait de parler Afrique en général, et je trouve que ça, c'est quelque chose que vous avez bien appréhendé. On parle de sécurité et de nos armées qui ont été très présentes, bien sûr. Moi, j'estime, et nous estimons tous, que Serval et Barkhane, ça a été à la demande des Africains. Et on s'est retiré à leur demande également. Donc, nous n'avons pas été ni inquisiteurs, ni je crois que nous avons tenu notre rôle et fait ce que demandaient les Africains. Donc, il faudrait peut-être rendre acte de cela à la France. Et puis, notre présence en termes de sécurité, elle est importante aussi aujourd'hui. Par exemple, dans le golfe de Guinée, où nous sommes là présents pour assurer la sécurité contre la pêche illégale et la piraterie. Et la pêche illégale, c'est ce qui est en train potentiellement d'enlever des ressources alimentaires à l'Afrique dans ce domaine-là. Donc je crois que là aussi, on nous attend dans certains domaines et nous sommes les bienvenus. Donc il faut pondérer tout ça et juger tout ça à l'aune des intérêts des uns et des autres. Ceci dit, la difficulté vient également, et vous l'avez noté, des changements politiques brutaux qui ne sont pas des changements démocratiques auxquels on est habitué, bien entendu, et il faut s'adapter à ces situations. Et là, vous avez très bien analysé les choses, et ma question, elle est simple. Comment pouvons-nous avancer positivement? C'est dans la communication. Nous avons été débordés par une communication anti-française. Vous avez débordé votre temps de parole, portée par les Russes en particulier, de façon très active, et je l'ai vu sur le terrain. Nous devons être non seulement, nous ne devons pas rester en position défensive, mais en position offensive. Très bien. Sur tous ces Moi, je suis en position offensive et je donne la parole à M. Fuchs, ce qui fera une transition politique. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit. On est dans une position aujourd'hui de rôle subi. Et donc, il faut revenir dans un rôle choisi. Donc, il faut une offre stratégique claire. On propose des éléments pour la construire. On propose justement la création d'un comité très large, franco-africain, avec des experts, pour définir justement quelle peut être notre doctrine et la compléter et l'affiner. Je ne pense pas que le rapport soit sévère.
Le rapport, il est réaliste. Tout ce qu'on dit dans le rapport a été entendu. C'est ce qu'on dit en Afrique. Alors on peut se voiler la face, on peut dire que tout va bien. Non, mais il n'est pas sévère. Loin de là. Il faut coordonner beaucoup plus nos efforts. Par exemple, quand vous avez une association ou des associations en Côte d'Ivoire qui vous disent que soit elles ne répondent pas aux appels d'offres parce qu'il faut 8 mois, 1 an de procédure pour avoir 1 500 ou 2 000 euros, soit elles répondent à des appels à projets, mais ce n'est pas l'objet de leur association, mais elles vont sur les appels à projets parce qu'elles ont besoin de financement, donc elles ne font pas ce pourquoi elles ont créé leur association, et elles vous disent, bon voilà, on n'est plus dans une période coloniale, mais on est dans une sorte de période post-coloniale où vous voulez coloniser culturellement l'Afrique. C'est des choses qu'on entend tous les jours en Afrique. Donc il faut dire les choses comme elles sont pour que nous, on sache quel est l'état de la situation. On a perdu depuis 20 ans la connaissance que l'on a affinée de l'Afrique. On vous propose là, par un certain nombre de témoignages et d'analyses, de voir. C'est pas nous qui le disons. C'est qu'est-ce qu'on dit de nous en Afrique. Si on n'est pas conscient de ça, on ne peut pas réactualiser notre logiciel et répondre aux attentes qui se posent. Juste un petit mot, concernant nos armées. Donc, premièrement, l'opération Corail. Parfaite. J'avais eu l'occasion d'être rapporteur sur le budget et j'avais choisi ce sujet parce que c'est vraiment très, très important. Deuxièmement, sur Serval, ça a été effectivement une réussite. Sur Barkhane, les enjeux qui étaient demandés étaient particulièrement compliqués parce que malheureusement, nous avons été abandonnés par les partenaires qui devaient prendre le relais. Et donc, il y a eu une sortie un petit peu compliquée qui laisse le sentiment que Barkhane n'a pas été une réussite. Et vous avez très bien fait de le rappeler, nous étions là à la demande des Africains et pas avec une volonté d'agir seul. Donc, on a, et c'est important, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité les auditionner, Wagner aussi. Alors même si on ne peut pas mettre toutes les difficultés de la France aujourd'hui sur le dos des Russes et de Wagner, mais ils ont su et ils savent encore, on l'a vu sur le Niger puisque c'était eux qui finançaient les manifestants devant l'ambassade de France, on sait très bien qu'ils jouent un rôle avec d'autres acteurs qui sont présents, qui sont plus discrets, mais nous avons des Turcs, nous avons des Chinois qui ont des intérêts et qui ne facilitent pas les choses pour la France. Merci. Maintenant, pour les socialistes et apparentés, c'est monsieur le député de la Gironde, monsieur David. Merci, monsieur le président, madame et monsieur les rapporteurs, chers collègues. Merci tout d'abord pour ce rapport qui fera date sur cette question des relations entre la France et l'Afrique, ou les Afriques, qui est souvent présente dans nos débats. Merci également de ne pas avoir gommé vos divergences, qui témoignent de l'utilité du travail parlementaire. Loin d'être caricaturaux ou contre-productifs, nos débats politiques, y compris sur ces questions internationales, sont au contraire constructifs lorsque les positions politiques sont assumées avec intelligence et avec une volonté d'émulation intellectuelle. J'ai évidemment pris bonne note de votre analyse initiale sur les causes profondes et plus circonstancielles de cette distance croissante entre la France et les pays africains. J'ai également pris bonne note des propositions et des pistes de réflexion de l'un et de l'autre de nos co-rapporteurs. Devant l'ampleur de cette question, nous aurons l'occasion de revenir très régulièrement sur le sujet, très prochainement, je pense. Mais je me consacrerai pour ma part ce matin au sujet de l'audiovisuel extérieur. À mes yeux, cet outil précieux pour la France, précieux sur le plan de l'information, du rayonnement de notre pays. Et je sais que cette appréciation est largement partagée. Et cet audiovisuel reste insuffisamment mobilisé. Vous l'écrivez, les audiences des antennes de France Média Monde en Afrique sont très satisfaisantes au vu des moyens bien moindres dont elles bénéficient par rapport à leurs concurrentes. Quelles pistes spécifiques permettraient à notre audiovisuel de mieux défendre l'image de la France et de notre diplomatie dans les pays africains? Merci. Merci, monsieur le député. Madame Tabarot? Oui, je veux bien. Très bien. Si tu veux couper ton... Voilà. Non, pas encore. C'est pas... Allez-y. Ah, qu'est-ce qu'il y a
C'est vous qui avez... Ça y est, c'est bon. Voilà, très bien. Voilà, monsieur David, donc, mon cher collègue, effectivement, l'audiovisuel extérieur de la France est très important pour nos relations en Afrique. Nous sommes très, très écoutés, très suivis. Et je dirais que c'est à la fois important pour l'Afrique et ensuite pour la diaspora. Donc, ça a un double intérêt. Vous avez parlé des moyens. On peut toujours en discuter pour voir si des moyens sont suffisants aujourd'hui ou s'il faut les développer. Moi, c'est sur la démarche que je voudrais appuyer parce que ça nous a été dit très régulièrement sur place par les Africains qui nous ont dit vous donnez une image de la France, c'est-à-dire que c'est considéré comme finalement la voix du gouvernement. Et le fait d'entendre sans arrêt donc, les critiques, plutôt que de valoriser l'action aussi de la France, ça donne le sentiment voilà, que la France ne fait pas grand-chose pour l'Afrique. Nous avons de bons projets qui sont réalisés dans le cadre des moyens qui sont mis à l'AFD et ça n'est pas relayé. Nous avons, lorsqu'il y a une agitation dans un pays où les juntes sont en train de prendre le pouvoir et utilisés par Wagner, malheureusement, on ne va écouter que ceux qui en ont après la France, mais qui sont payés même, on nous l'a confirmé, pour venir manifester avec des drapeaux russes devant l'ambassade de France. Donc, et alors qu'on nous explique de façon un petit peu plus large à côté, il y a un soutien de la France et un amour de la France. Donc on n'entend pas ces deux voix. Et finalement, l'audiovisuel devient un petit peu la caisse de résonance de ceux qui essaient de nous déstabiliser. Donc on a un gros travail à faire sur l'information, pour lutter aussi contre la désinformation et utiliser ce qui est du soft power, le France Média Monde, autrement. Une phrase, Bruno. Oui, les journalistes français travaillent comme un service public d'information, donc avec toute liberté. Or, en Afrique, comme c'est des médias français, on pense que c'est des médias d'État. Donc voilà, la confusion, elle vient de là, et c'est ce que je voulais préciser. C'est très clair. Je vous remercie. Monsieur Portarieux, pour Horizon. Oui, merci, Président. Depuis deux décennies à peu près, la Chine investit beaucoup en Afrique pour s'assurer notamment le contrôle d'une grande partie des métaux critiques. Selon plusieurs spécialistes, l'investissement s'élève sur cette période à près de 150 milliards de dollars sur la période 2005-2021, comme l'a notamment souligné Bruno Fuchs, notre co-rapporteur, dont je partage totalement l'analyse. Les Chinois exploitent par exemple presque toutes les mines de cobalt de la République démocratique du Congo, qui concentre à elle seule 70% de cette ressource mondiale. Et cet élément, comme vous le savez, est absolument indispensable à la fabrication des batteries électriques. Quand on sait que la consommation de cobalt va être multipliée par 20 d'ici 2040, on prend conscience des enjeux. Et c'est la même tendance avec à peu près tous les métaux rares, comme le nickel, le graphite ou encore le lithium. Le lithium, c'est pire puisque les besoins vont exploser dans les 10 prochaines années. Alors face à cette omniprésence de la Chine sur le continent africain, le réveil de l'Europe et de la France en particulier n'est-il pas un peu trop tardif? Monsieur Fuchs, maintenant les rapporteurs vont... Je vais donner la parole à un seul rapporteur, sauf une toute petite commentaire du second, parce que sinon nous allons vraiment nous brouiller avec Monsieur Keppel. Merci pour votre... Merci. Oui, regardez la liste. Regardez la liste des particuliers. Oui. Merci pour votre question. C'est un point central. Quand on voit les montants investis, mobilisés par nos concurrents, ce n'est pas l'aide au développement française, malgré le fait qu'on l'a très sensiblement augmentée, qui va résoudre la question et du développement en Afrique et justement de la question de la souveraineté de nos propres économies. Parce que pouvoir passer des partenariats économiques en Afrique ou d'exploitation sur les mines, c'est aussi assurer notre souveraineté. Oui, il faut absolument développer l'économie. On a fait un certain nombre de propositions. La question qui est un frein important,
c'est que depuis la loi Sapin 2, que bien sûr on soutient évidemment, les critères qui sont nécessaires pour exploiter de l'industrie ou une mine, c'est vrai pour tous les groupes cotés au CAC 40, sont extrêmement contraignants. Et donc il y a une différence de niveau de concurrence où les Chinois n'ont pas du tout les mêmes contraintes que les Français. Et donc les groupes français, européens, mais français aussi, quittent pour une partie l'Afrique. Au Niger, avant même le coup d'État, Total était parti, Orange était parti, et Castel, qui n'est pas coté, mais Castel, le brasseur, était parti. Donc c'est vrai, les PME peuvent venir plus facilement, mais les grands groupes, pour cette raison-là, il faudra trouver une solution pour garantir les questions, bien sûr, d'exploitation d'éthique de nos pratiques industrielles, mais aussi permettre d'avoir une concurrence qui ne soit pas aussi faussée, car on ne peut pas faire concurrence dans ce cadre-là avec les Chinois. Merci. Michel, oui, un mot. Juste un petit mot. Je pense que les Africains sont en train d'en revenir un petit peu par rapport aux Chinois, qui sont en train de les piller. Et ils utilisent en plus une méthode terrible avec la dette. Donc ils réalisent des infrastructures et lorsqu'il y a des difficultés de paiement, ils décident de bloquer d'autres infrastructures. On a l'exemple du Kenya, où ils sont en train de réaliser des infrastructures assez importantes. Et si le Kenya ne les paie pas, ils ont décidé de récupérer le port de Mombasa. Donc, à force, aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, ce n'était pas visible et ils pensaient que c'était un investisseur intéressant. Aujourd'hui, les Africains commencent à réaliser que c'est plutôt un prédateur. Voilà. Je vous remercie. Vous avez tout à fait raison. Nous avons mis 140 ans à lasser les Africains. Les Chinois font beaucoup plus vite. Voilà. Monsieur Lecoq, pour la gauche démocrate et républicaine, mon cher vice-président. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si... En fait, j'ai hésité à ne pas prendre la parole pour éviter de perdre du temps. Pour éviter de perdre du temps, bah oui, parce que ça fait quand même un moment que les questions africaines sont posées. Vous parlez à plusieurs reprises dans le rapport du continent africain, mais vous avez choisi de ne pas étudier tout le continent africain, en laissant la partie nord, notamment. Vous auriez dû quand même mesurer que la partie nord de l'Afrique a agi sur la mentalité de la partie sud du Sahara. Ce que l'on a fait en Libye, ça a laissé des traces dans les pays de l'Afrique subsaharienne. La façon dont on s'est comporté pendant le printemps arabe et ce qui s'est passé en Tunisie, enfin on y a laissé une ministre, nous, chez nous, je ne veux pas dire, mais des affaires étrangères, ça a laissé des traces. Les relations avec l'Algérie, ça laisse des traces. L'attitude de la France vis-à-vis du Maroc par rapport au Sahara occidental, ça laisse des traces. Parce que quand même, à un moment donné, tous les pays d'Afrique, sauf le Maroc, considéraient qu'il fallait faire appliquer les résolutions des Nations Unies. Donc ça laisse des traces. Alors après, le business et tout aidant certains changer de comportement, l'attitude de la France vis-à-vis de certains dirigeants, ça laisse des traces. Gbagbo, et le fait que la France accompagne Ouattara en Côte d'Ivoire au pouvoir, etc., ça laisse des traces. On ne peut pas faire comme si tout commençait, c'est pas ce que vous faites, hein, tout commençait à une certaine date. À un moment donné, les processus historiques, les traces. Le franc CFA, rien que le terme, c'est un sujet quand même. Pourquoi est-ce qu'on n'accompagne pas les pays africains pour créer eux-mêmes leur propre monnaie? Mais non, on accompagne en disant on garde quand même un lien, franc CFA. Donc accompagnons la deuxième indépendance de l'Afrique. Après l'indépendance politique, il faut maintenant l'indépendance économique et puis agir d'égal à égal. Et alors sur les visas, j'ai hâte de voir l'attitude des uns et des autres au moment de la loi immigration. Hein. Parce que sur la question des visas, ça va être quelque chose. Un étudiant africain, un Sénégalais, parce qu'il faut être précis, Sénégalais qui fait des études de physique nucléaire ou dans le cadre de l'université que l'on a financée, que l'on a montée, le stage pratique ne peut se faire qu'en France, là où il y a des entreprises de physique nucléaire, impossible d'avoir le visa pour terminer, donc ne peut pas être diplômé. Incroyable, on explique des différents acteurs comme ça. Alors moi, je sais que j'ai droit qu'à moins de 2 minutes 30. Oui, les autres ont eu 3. Mais moi, je m'arrête là parce que c'est pas... Non, mais
Vous avez le chrono dilaté. Je vous remercie, mais je sais votre tempérance. Je sais votre tempérance, monsieur le vice-président. Et je donne la parole à madame Tabarot qui brûle de vous répondre sur le franc CFA en particulier. Voilà, simplement vous signaler, enfin que le constat, on l'a fait. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a exclu, parce que bon, vous avez vu, on a démarré en mars et on a fini tout juste maintenant. Donc si on avait rajouté les pays du Maghreb, on aurait prolongé encore cette mission et le président Bourlange nous attendait au tournant pour qu'on rende rapidement nos travaux. En dehors de ça, sur le franc CFA, le président, alors c'est moi qui le dis, donc le président Macron s'est clairement positionné en expliquant qu'il était tout à fait d'accord et qu'il fallait qu'il le fasse. Donc on en a parlé au ministre des Finances de Côte d'Ivoire qui nous a dit attention, ça ne se fait pas comme ça, on a peur des dévaluations, on a peur d'un certain nombre de difficultés, donc on le fera à notre rythme. Donc je crois qu'au niveau de la France, les choses sont claires. Si c'est un irritant, la France est tout à fait prête à aider, à accompagner pour cette sortie, cette suppression du CSA et cette nouvelle monnaie qui pourrait être créée. Et ça ne pose aucun problème à la classe politique. Donc je pense que vous le voyez comme un faux sujet. Et sur les visas, j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Un étudiant qui a fait tout son parcours dans un cursus français et qui souhaite venir continuer ses études en France a tout à fait le droit d'avoir un visa. Et pourtant, vous connaissez mes positions sur l'immigration, sur les sujets que nous allons avoir ces jours-ci. Oui, un tout petit mot, parce que on peut faire la stratégie que l'on veut, communiquer comme on veut. Si on n'élimine pas les irritants, on sera toujours scotché comme des pavés dans un sac à dos, on n'avancera pas, etc. Sur le franc CFA, il faut faire on suggère de faire la chose suivante. Il faut faire un échéancier en disant on souhaite, on propose qu'en 2028, par exemple, avec une date précise, on souhaite que les pays africains prennent la main sur le franc CFA, et donc on renvoie comme ça le mistigris aux pays africains. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire, c'est eux qui ne le prennent pas en main. Il faut fixer une échéance et les mettre devant leurs responsabilités. J'ai compris qu'il y avait un léger désaccord entre les deux rapporteurs. L'un croit que c'est à nous de fixer les échéances, et Mme Tabarot pense que c'est aux Africains de le faire, et c'est très bien, tout le monde a compris. Maintenant, la parole est au titre des non-inscrits à M. Dupont-Aignan. Merci, Monsieur le Président. Bon, ce rapport est extrêmement précieux, je pense, pour nous tous. Il montre, et que ça ne plaise pas, ça ne plaît pas simplement au pouvoir, c'est déplaisant pour tous les Français. C'est un gâchis immense, et vous l'expliquez très bien. Alors, il y a 3 contradictions que vous pointez qui sont autant de leçons et de chemins pour essayer de reconstruire, parce que ce qui est important pour nous tous, ici, je crois, au-delà des clivages, c'est de reconstruire cette relation. Première contradiction, c'est au moment où l'Afrique va avoir un poids considérable dans le monde que la France s'évanouit et réduit ses moyens. Or là, il va bien falloir à un moment se dire qu'est-ce qu'on investit et est-ce qu'on se donne vraiment les moyens d'agir. Je ne reviens pas là-dessus, vous l'avez expliqué, mais je vois qu'il y a beaucoup d'argent pour beaucoup de domaines et dans beaucoup de secteurs du monde. Donc c'est quand même curieux de gâcher nos atouts et d'abandonner nos atouts. Le deuxième point, la deuxième contradiction fondamentale que vous évoquez, c'est sur la multiplication des intervenants et la dispersion et l'absence de cohérence. Mais ça, on le répète depuis des années dans cette commission. C'est un scandale absolu, l'AfD, qui est devenu un État dans l'État, une puissance qui gâche l'argent qu'on donne. Enfin, comment on peut accepter cela? La francophonie est totalement abandonnée. On inaugure une cité à Villers-Cotterêts, mais on parle anglais partout et on défend ceux qui parlent anglais au lieu de parler français. Bref, on fait tout pour dégoûter les Africains et les dirigeants qui aiment la France. Et après, on s'étonne qu'ils nous tournent le dos. Le problème du pilotage, qui est fondamental. Il y avait un ministère de la coopération qui avait une expertise. Ce n'est pas un conseiller à l'Élysée qui peut gérer les Afriques. C'est impossible. Quel que soit le président, ses qualités, ses défauts. Donc reconstruisons une vraie administration qui connaît les Afriques, qui connaît les dirigeants, qui les considère. Le troisième point fondamental, c'est quelle est la politique? Et ça, vous l'avez très bien dit, quelle est la vision? Il y avait une vision du général de Gaulle qui avait réussi malgré tout le virage de la décolonisation parce qu'il y avait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais aujourd'hui, on prétend ne pas intervenir,
mais on fait de l'ingérence permanente. Donc, revenons à cela. Et puis, dernier point, je conclurai là-dessus, il y a un problème plus global vis-à-vis du Sud global, parce que le recul, il n'est pas simplement en Afrique, je le vois au Brésil. Les pays du Sud sont déçus de l'alignement systématique de la France sur les États-Unis, de la perte d'indépendance de notre pays, du fait qu'il n'y ait plus une voie libre qui défend un autre monde. Et c'est quand même un paradoxe incroyable que le général de Gaulle, au moment du clivage Est-Ouest, invente le monde multipolaire. Au moment où le monde multipolaire est là, la France est évanouie et n'est que le petit soldat des Américains. Enfin, je vous rappelle simplement que nous avons quand même voté sur le Moyen-Orient la résolution proposée par le Brésil. Heureusement. Et ce que les États-Unis n'ont pas fait. Monsieur, c'est lequel des deux rapporteurs qui répond à Monsieur Dupont-Aignan? Bon, alors, Monsieur Fuchs, vous commencez. Voilà. Alors, je vais commencer rapidement, je dis ça. Sur les moyens, il y a des moyens, il faut les utiliser mieux et de façon stratégique. Quand vous êtes un acteur dans un pays africain, vous avez 4, 5, 6 portes d'entrée pour aller chercher des partenariats. Donc, il faut, c'est ce qu'on propose, que l'ambassadeur de France, il faut simplifier les choses, soit clair, soit l'autorité sur l'ensemble des services et des administrations et des acteurs français. C'est clair. Et sur les visas, on résout la question. Vous allez au Gabon, l'ambassadeur du Gabon, il a autorité sur les visas. Il fait voilà. Et au moins, les choses sont claires. Voilà. Sur l'AFD, je ne partage pas votre point de vue. L'AFD fonctionne très bien en fonction du cahier des charges qu'on lui a donné. Il n'y a pas de pilotage politique suffisant. Voilà, donc il faut que l'AFD serve la stratégie française, mais l'AFD telle qu'elle a été dotée et fonctionne très bien. Voilà, pour ne pas être trop long, ce que je pouvais dire et laisser Michel Tabarot. Madame Tabarot, un mot de ponctuation. Petite nuance donc avec mon collègue, je pense que l'AFD n'a pas de pilotage politique du tout. Voilà, c'est pas que c'est peu, c'est pas. Et donc, sur ce que vous avez évoqué, qui me semble très juste, c'est véritablement de travailler sur une filière Afrique au sein du Quai d'Orsay. C'est de préparer nos ambassadeurs, parce qu'on envoie des ambassadeurs qui ne sont pas préparés. C'est d'avoir des hautes études sur l'Afrique pour préparer aussi. C'est un travail de longue haleine, mais qui nous permettra de reprendre la main sur les pays africains. Enfin, de reprendre la main sur nos relations avec les pays africains. Je précise. Bien, je vous remercie. Nous avons terminé l'échange avec les groupes. J'ai quelques parlementaires, même assez nombreux, qui se sont inscrits. Évidemment, la liste est close. Mais alors, ce sera 1 minute chacun. Et quant au rapporteur, il y aura un seul rapporteur qui répondra. Et si le second n'est pas content de ce qu'a dit le premier, s'il veut dire autre chose, il le dira la fois suivante quand ce sera son tour. Bon, la première parlementaire à parler, c'est Mireille Clapeau, à qui je donne la parole. Madame la députée de la Drôme, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bon, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je considère que ce rapport, c'est un excellent travail, mais c'est une introduction. Comment est-ce qu'on peut écrire des mots justes sur notre relation avec un continent aussi divers, alors que depuis 2017, puisque je suis députée depuis 2017, les initiatives ont foisonné, les puissances étrangères ont conquis du terrain, les vecteurs d'influence ne sont plus les mêmes, les diasporas ont eu des signes de reconnaissance. Donc, je pense que même si ce rapport est très intéressant, ça ne peut être qu'un début. En 1 minute, il est difficile de commenter un travail aussi foisonnant, donc je vais me centrer sur 2 questions. D'abord, l'angle des femmes. Vous savez que j'y suis sensible. Je regrette que ce rapport n'ait pas approfondi cette question du droit des femmes, parce que s'il y a une région du monde où ces enjeux du droit des femmes sont fondateurs, c'est bien celle-ci. Et puis l'angle du numérique, qui est aujourd'hui à la fois, certes, un axe de désinformation, mais aussi un formidable outil d'émancipation économique. Et je vous fais cadeau de 3 minutes, nous de 3 reconnaissons secondes. votre passion et votre expertise. Qu'est-ce qui répond? C'est Bruno. Vous avez éteint votre... Qu'est-ce qui s'est encore passé? Voilà, ça va. Voilà. Bon, merci pour ces questions. Je plaide coupable. On n'a pas pu envisager tous les champs sur lesquels on aurait pu... C'est tellement dense, riche, et tellement de pays, d'acteurs dans chacun des pays, qu'on n'a pas pu développer ces questions-là. Mais je l'ai dit en préambule, ça fait partie des éléments extrêmement forts que la France propose aux partenaires africains. Ils savent très bien que sur ces dimensions-là,
et en ça, la francophonie doit aider fortement le développement de ces deux sujets. Ils savent très bien qu'avec la France, on peut parler. On a beaucoup de programmes justement qui défendent la place des femmes dans un environnement social, culturel, dans lequel la polygamie est très répandue, dans lequel la femme n'a pas la place qu'elle mérite. Donc oui, on ne l'a pas développé, mais ça fait partie des choses importantes que la France est capable d'apporter. Et c'est un avantage comparatif majeur de la France par rapport à d'autres. Je vous remercie. Parfait. Monsieur Bilongo. 1 minute. C'est très rapide. Merci aux co-rapporteurs pour ce rapport de qualité. J'aimerais revenir sur la zone des Grands Lacs où il y a un partenariat militaire affiché avec le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda de la part de la France, et également un partenariat avec la République démocratique du Congo. Et en plein recrudescence des combats à l'est de la RDC avec le groupe du M23 où des rapports de l'ONU ont attesté que le Rwanda soutient militairement l'intrusion des rebelles en territoire de la RDC. J'aimerais savoir comment nous allons pouvoir nous en sortir. Et la parole de la France est entendue, comme le Congo est le plus grand pays francophone. Les USA ont emboîté le pas avec la recherche d'une solution diplomatique entre la RDC et le Rwanda. Mais la France n'y fait rien. J'étais avec mon collègue Arnaud Le Gall à Goma, sur l'est de la RDC. Nous avons fait un voyage avec... Je termine, juste quelques secondes, je termine. On a fait un voyage avec l'ONG, le Programme alimentaire mondial. L'absence de la France sur les financements du PAM nous ont été reprochés. Je vous remercie. C'est un énorme problème que vous posez, très passionnant, essentiel. On ne pourra pas le traiter en 1 minute. Mais c'est à nouveau monsieur Fuchs. Oui, mais on alterne. Bon, très bien. Alors, globalement, ça. Madame Tabarot est une co-rapporteure généreuse. Allez-y, Bruno. Non. Alors, trois éléments. D'abord, on n'a pas couvert le champ militaire dans notre rapport. On n'est pas dans la bonne commission. On aurait rajouté encore un élément de complexité au sujet. 2, sur la RDC, c'est le premier pays francophone. On ne peut pas développer la francophonie si on n'a pas des partenariats majeurs avec la RDC. C'est comme faire l'Europe sans l'Allemagne. Donc on doit absolument aller passer des partenariats avec la RDC. Sur la question de l'Est du pays, ça fait plus de 30 ans que la situation est absolument exécrable, avec des situations... On fait des marches sur plein de sujets. On doit faire des marches tous les jours sur ce qui se passe à l'est de RDC. C'est indescriptible ce qui se passe là-bas en termes de droits humains. La situation, le président français a pris plusieurs initiatives pour essayer d'avancer. Je pense que la zone francophone devrait pouvoir agir. Ce sont deux membres de la francophonie, on devrait pouvoir agir. On ne peut pas laisser cette situation se détériorer de la sorte. Je suis tout à fait de votre avis. C'est un enjeu absolument majeur. Je vais maintenant donner la parole à M. Guignot pour 1 minute. Oui, merci, Monsieur le Président. Pardon. Madame, Monsieur le rapporteur. Tout d'abord, oui, je vous rejoins sur un certain nombre de vos recommandations, en particulier la recommandation 3.1 qui vise à tenir un débat tous les 2 ans au Parlement sur l'évolution de notre politique africaine. Il serait en effet, je pense, sain de reposer la question africaine dans sa globalité à la représentation nationale régulièrement afin d'adapter notre position face à un continent en perpétuel mouvement et aussi en développement démocratique. Pardon. Toutefois, il faudrait peut-être considérer l'Afrique dans sa dimension continentale et non uniquement l'Afrique subsaharienne telle que détaillée dans le rapport, mais nous avons bien compris, vous n'avez pas pu tout faire. Ma question porte sur vos recommandations, page 146. Dans votre B, le paragraphe B, dénommé La France autrement, en finir avec les irritants, vous émettez la recommandation 7.3 selon laquelle il faudrait, je cite, veiller à un métissage suffisant. Alors, vous pouvez peut-être me donner une précision. Et puis, deuxième petit point, une seconde, qui bloque, avez-vous identifié qui bloque la délivrance des visas important, c'est la deuxième partie de ma question. C'est une question insoluble et donc vous avez raison de la poser brièvement. Nous allons répondre rapidement à 2 voix. Simplement vous dire que moi j'ai souhaité que les rapports soient plus fréquents devant l'Assemblée.
de l'ordre de 2 réunions par an. Ça me semble essentiel, ne serait-ce que pour rattraper le retard de nos relations avec l'Afrique. Et pour faire le point, je pense que cette commission aussi devrait se saisir régulièrement de ces thématiques pour qu'on avance ensemble sur le sujet. Ensuite, sur la question des irritants, c'est mon collègue Bruno qui va vous répondre. Alors, pour régler la question de la relation, on sait que les diasporas sont extrêmement nombreuses en France et communiquent tous les jours avec les pays, avec leurs frères et sœurs en Afrique. On a parlé de double standard. On ne pourra pas régler la question si on ne règle pas nous-mêmes la question du double standard en France. Or, une partie des afrodescendants, la grande majorité, ont l'impression qu'ils n'ont pas les mêmes avantages que les Français. Vous avez par exemple dans la rédaction d'un grand journal, d'un quotidien, dans le service Afrique, sur 14 journalistes, vous avez un seul journaliste qui est d'origine africaine. À RFI, vous n'avez qu'un seul afro-descendant qui a une émission quotidienne. Voilà. Donc il faut régler ça et je pense qu'il faut plus de métissage et de mixité. Je vous remercie. Qu'il n'y ait plus de double standard en France. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Monsieur Didier Parakian. Oui, bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les rapporteurs. Je tiens à vous remercier pour votre rapport sur les relations entre l'Afrique et la France. Effectivement, je n'ai rien trouvé dans ce rapport sur les échanges entre les territoires français et africains. Je voudrais vous donner l'exemple de mon territoire, Marseille, où je suis élu. Le président de la République veut faire de mon territoire, de Marseille, la capitale de l'Euroméditerranée, et nous y travaillons d'arrache-pied. Nous avons, avec la Chambre de commerce, créé une association, Africa Link. C'est plus de 250 entreprises qui commercent avec l'Afrique. Nous avons créé, avec la métropole, des événements comme Emerging Valley, qui facilitent les relations entre les start-up africaines et les start-up marseillaises. Et d'ailleurs, plus de 350 start-up africaines, 350 start-up africaines répondent à des appels d'offres. Nous avons mis aussi en place un forum Europe-Afrique qui facilite les passerelles et nous avons plus de 5000 étudiants qui viennent chaque année africains étudier dans nos universités. Vous l'avez compris, nous avons compris l'enjeu de l'Afrique et nous avons plus besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de nous. Je le répète, nous avons plus besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de nous et c'est pour cela que cela marche. Alors ma question est toute simple. Avez-vous réussi à identifier des pistes pour amplifier les relations économiques, commerciales et numériques entre la France et l'Afrique? Commencer par ça, je vous remercie. Collègue. Qui répond? Est-ce que Nice répond à Marseille? Avec plaisir. Mon collègue, Monsieur Parakian, avec plaisir. Non, simplement vous dire qu'il y a effectivement énormément d'actions qui sont menées individuellement en France, mais il était impossible pour nous de collecter toutes les informations et de montrer à quel point il y a un dynamisme, mais un dynamisme qui est organisé entre, par exemple, 2 collectivités, 2 territoires. Et si justement le ministère de la Coopération, donc des partenariats existaient, on aurait la possibilité de recentraliser, alors pas pour bloquer les initiatives des territoires, loin de là, mais simplement pour informer, pour pouvoir relayer et pour pouvoir aussi profiter de France Média Monde, comme ça je reviens sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui pourrait montrer très concrètement les actions qui sont montrées et que l'on peut encore développer. Voilà. Vous savez que sur la question précédente qui a été évoquée au niveau eh bien de la présence plus importante des Africains dans certaines structures, c'est une démarche qui a été portée par Bruno Fuchs. Je ne suis pas sur une démarche de discrimination positive. C'est pas tout à fait ma logique. Voilà. On ne va pas soulever ce problème à l'occasion de cette réponse. Maintenant, c'est Élisa Le Boucher qui va... Élise, pardon, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Quelques remarques sur l'APD. Votre rapport note avec justesse l'absence d'un ministère pilote unifié, la réduction drastique des effectifs du ministère et le suivi insuffisant de la politique d'APD. Je tiens à rappeler le manque d'association du Parlement et le fait que nous attendons toujours la commission d'évaluation prévue par la loi de 2021. Votre rapport fait écho à nos critiques sur le recours élevé aux prêts, qui éloigne les fonds des pays moins avancés. Vous notez à juste titre le rôle moteur de la politique française de santé. Ce dernier pourrait cependant être largement accru, la santé ne représentant qu'environ 8% de l'APD française. Dernière remarque sur la suspension de l'APD pour le Mali, Burkina Faso et le Niger. Ces décisions, selon nous, une erreur délétère dont les populations civiles paient le premier prix et qui risque d'accroître l'hostilité d'une partie des sociétés civiles sans pour autant infléchir sur les politiques des élites au pouvoir. Vous insistez sur la nécessité de mettre fin au double standard. Ne pensez-vous pas que la suspension de l'APD entre en contradiction avec ces impératifs ?
Merci, Madame la députée de la Sarthe. Formidable, votre brièveté. Je dis juste un mot, je vais être très brève et ensuite M. Fuchs complétera. Simplement vous dire concernant les aides qui ont été suspendues, ce sont les aides au développement et pas les aides humanitaires. Voilà, je pense que c'est très important dans une période où la France est rejetée d'arrêter les aides au développement, de voir comment les choses se stabilisent politiquement. Mais par contre, les aides humanitaires, nous y sommes tout à fait favorables. C'est très clair. Monsieur Fuchs, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, en deux mots, sur la commission d'évaluation, oui, tout à fait, on peut, comme vous le constatez. Sur l'APD, sur l'AFD, il faut quand même voir que une partie très substantielle, majoritaire de notre APD, donc via l'AFD, parce qu'il y a d'autres façons, est sous forme de prêts. Donc on dit qu'on fait de l'aide au développement de façon massive. En réalité, sur les 15 milliards, 13 milliards sont des prêts. Et donc, ce qui n'est pas du tout l'approche allemande, canadienne ou anglaise même. Donc on a dans la réorganisation, en tout cas de ce sujet-là, globalement, on a ce point à traiter. Je pense qu'il y a trop de prêts, il vaut mieux moins de prêts, mais plus d'investissements d'entreprises, et que le développement soit vraiment lié au développement avec plus de dons. Nous aborderons, je vous remercie, monsieur le rapporteur, nous aborderons cette question plus attentivement quand nous recevrons madame la secrétaire d'État, parce que nous aborderons à ce moment-là la question du suicide. Et vous savez notre profonde frustration sur les décisions qui ont été prises à ce moment-là. Madame Robert Dehaut. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur le rapporteur, la France a assuré une présence militaire au Burkina Faso dans le cadre de l'opération Barkhane. 2 coups d'État successifs sur fond de narratifs anti-français contraindront la France à s'y retirer. Cela malgré les millions d'euros investis au Burkina depuis 60 ans, notamment pour améliorer la gouvernance du pays. La réaction de la France est rapide. Arrêt de la délivrance de visas au Burkinabé, classement du pays en zone rouge et suspension de l'aide publique au développement. Ces schémas se reproduisent au Mali et au Niger, qui figurent dans la liste des pays prioritaires de l'APD depuis 2013. Outre l'échec de notre politique d'APD, nous pouvons considérer qu'il est politiquement possible de suspendre notre APD envers des pays hostiles. Votre proposition numéro 811, Monsieur Fuchs, préconise de revoir les critères d'attribution des pays bénéficiaires de l'AFD, ce que nous appelons de nos voeux depuis longtemps. Cela va-t-il jusqu'à considérer qu'il faudrait suspendre notre aide au développement aux États qui se montrent peu coopératifs avec la France et qui refusent la réadmission de leurs ressortissants indésirables sur notre territoire? Je vous remercie. Cette question très claire et très importante. Lequel des deux co-rapporteurs? Madame Tabarot. Personnellement, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que lorsqu'on a des difficultés avec un pays, on stoppe l'aide au développement. Et lorsqu'on a des difficultés aussi pour faire récupérer dans le cadre d'OQTF, avec les laissez-passer consulaires aussi, ça fait partie des relations qu'on doit avoir avec des pays. Donc je suis personnellement très, très favorable à ces. Vous avez une nuance à apporter, monsieur? Une nuance, parce qu'il y a deux sujets. En fait, il y a un premier sujet, c'est répartition prêts-dons en fonction des pays, et c'est ça la proposition. Et puis après, il y a dont vous avez parlé, et puis après, il y a la question des pays hostiles, ou en tout cas avec lesquels on a des difficultés relationnelles. Là, c'est très compliqué, parce que lorsqu'on a une stratégie qui est la nôtre, qui est de parler aux populations, de parler aux populations civiles, de parler à la jeunesse et de vouloir déployer des relations fortes avec tous les acteurs non militaires et non politiques des sociétés, c'est difficile de voir quel message on envoie. Moi, je pense pour ma part que tout ce qui est aide d'urgence, tout ce qui est aide humanitaire, il ne faut pas priver les populations de ces types d'aides-là. Je vous remercie. C'est très clair sur la différence entre le court terme, l'urgence, et le long terme. Madame Béatrice Piron, députée des Yvelines. Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier Mme Tabarot et Monsieur Fuchs pour votre rapport qui met en exergue la nécessité et les enjeux de construire une nouvelle politique africaine. Pour y arriver, vous le dites vous-même, il est crucial que la France parte de là où elle n'est plus attendue et recherche de nouveaux partenariats là où il existe une attente manifeste. En effet, aujourd'hui, elle est accusée de néocolonialisme économique et monétaire, notamment à travers le maintien d'une monnaie encore appelée franc dans une quinzaine de pays africains.
Face à cela, le président de la République a annoncé en 2019 une réforme de la coopération monétaire en zone UE-MOA. Elle a pour but d'opérer un changement de nom de la devise, de supprimer l'obligation de centralisation des réserves de change sur le compte d'opération du Trésor français ou encore de retirer la France des instances de gouvernance de la zone franc. Dans vos recommandations respectives, vous vous rejoignez quant à la nécessité d'accompagner les pays de la zone à mener à bien cette réforme. Qu'envisage concrètement l'UEMOA comme date d'échéance et agenda de fin du franc CFA? Actuellement, ces devises sont encore produites par la Banque de France. Certains pays ne disposent pas d'imprimerie. Un nouveau nom et un lieu de fabrication de ces futurs billets est-il déjà défini? Je vous remercie. Je vous remercie. Qui répond? Nous sommes en retard. Hein. Nous sommes. Oui, alors. Monsieur Keppel attend. Aujourd'hui, il n'y a pas d'échéancier. Voilà, parce que le sujet a été pris de telle façon que les pays africains ne sont pas d'accord entre eux. Le Nigeria n'est pas d'accord sur le nom de la devise, sur le procès. Voilà, donc moi, c'est ce que je suggérais, c'est que la France, avec son nombre de pays africains, fixe une échéance pour qu'on ne soit pas, nous, suspectés de ne pas vouloir de conserver en fait quelque chose qu'on a déjà quasiment transféré. Donc il faut fixer une échéance. Voilà, ça, pour moi, c'est la clé. Merci. Je pense que si on se permet de fixer une échéance et de fixer un plan d'action, on risque de nous le reprocher. Donc je pense que c'est au pays de se mettre d'accord. Et c'est très bien que la France rappelle systématiquement qu'elle encourage les pays à changer leur monnaie et le nom de leur monnaie. Très bien. C'est dernière oratrice d'ailleurs, Madame Galzi. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les rapporteurs. Vous expliquez clairement dans l'introduction de votre rapport pourquoi vous avez voulu restreindre votre champ d'études à l'Afrique subsaharienne et en sortir les pays du Maghreb. Et c'est intellectuellement tout à fait satisfaisant. Cependant, cette restriction nous amène à constater un angle mort dans les travaux de notre commission. La question des flux migratoires à travers le Sahara et leurs conséquences en termes de relations internationales et du rôle que la France peut et doit y jouer. Elle ne peut agir de manière cohérente sur les flux entre pays de la rive nord et de la rive sud de la Méditerranée que si elle prend en compte les flux entre pays de la rive nord et de la rive sud du Sahara. De Conakry à Calais, en passant par Sfax, Lampedusa et Menton, il y a un continuum qui nécessite une action globale de la diplomatie française. Il serait souhaitable que le bureau de notre commission, dans sa sagesse, se saisisse de ce sujet. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Madame la députée. Je pense que Madame Tabarot est géographiquement... voilà, plus proche de... héliotropiquement... Exactement. Non, mais je pense que vous avez raison. Enfin, c'est très bien que la Commission se saisisse de ce sujet. Si nous l'avions eu, enfin, on aurait été, comme je l'ai dit tout à l'heure, ralenti dans nos travaux parce que c'est effectivement un très gros sujet qui mobilise aujourd'hui de nombreux pays européens, dont la France. Donc, ça mérite que notre commission se penche sur cette thématique-là. Je vous remercie. Alors, la séance des interventions particulières est terminée. Je suis désolé, Hubert. J'aurais bien voulu donner la parole, mais j'avais dit que la liste était close et on est déjà hors dehors de ça. Je tiens simplement à dire, en écho aux dernières questions qui viennent d'être posées, que ce rapport a vocation à être une mère de famille nombreuse ou un père de famille nombreuse, je ne sais pas, je ne me prononce pas, et que nous aurons des enfants. Parce que sur chacun des sujets qui a été évoqué, il y a effectivement des coups d'éclairage qui ont été donnés et qui doivent être absolument suivis de réflexions très approfondies. Je pense notamment à la monnaie, mais pas seulement. Je pense évidemment au phénomène migratoire et à quantité d'affaires. Vous avez éclairé, défriché une partie de la forêt, mais la forêt reste immense encore pour être défrichée complètement. Alors non, mais on va peut-être aider Anaïs. Il ne faut pas que ça tombe sur elle tout le temps. Et c'est pas forcément ces rapporteurs-là qui seront mes chers collègues, aura sa part à prendre. Maintenant, la discussion générale est terminée. Je vais donc mettre aux voix la publication du rapport. Là, j'ai eu une déclaration très claire. Je pense que c'était au nom de Renaissance du fait qu'un groupe souhaitait s'abstenir sur ce mais on verra ce qu'il en est. En tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que nous ne nous prononcerons pas les uns et les autres sur le rapport, mais sur sa publication. Donc, conformément
à l'article 145 du règlement de l'Assemblée nationale. Il revient donc à nous de voter. Qui est pour la publication? Comment? À voter, on vote, oui. Qui est contre la publication? Qui s'abstient? Bon, il me semble que l'ensemble des parlementaires, d'abord le rapport, la publication est autorisée. Il me semble que l'ensemble des parlementaires des différents groupes, à l'exception du groupe Renaissance, se sont prononcés en faveur de cette publication. Je tiens à le signaler pour qu'il n'y ait pas d'équivoque à ce sujet. Voilà, je remercie nos deux rapporteurs. Je dois dire qu'on nous a annoncé qu'ils n'avaient pas dissimulé leur divergence. Je constate aujourd'hui qu'ils n'ont pas non plus dissimulé leur convergence. Et donc, c'est toujours satisfaisant de voir des rapporteurs qui affichent des positions convergentes, ce qui n'exclut pas évidemment des différences d'approche sur un grand nombre de sujets. La séance est suspendue pour 3 minutes et ensuite nous passons à la séance avec M. Gilles Kepel qui a certainement beaucoup de choses à nous dire. Je vous remercie.